Et c'est parti. Bonsoir tout le monde et bienvenue sur le stream, bien où on parle politique européenne et où la politique européenne vous parle, on l'espère. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine, tout ça, un bon dimanche pour, bah, oui, principalement en français, donc j'imagine que vous avez passé un bon dimanche, un dimanche intense. Donc comme vous l'entendez ce soir, on est en français, bah, c'est tout simplement parce que nos invités de ce soir sont, françaises en l'occurrence. Donc je vais pas vous l'apprendre, hein, on est sur une chaîne qui parle d'Europe. L'Europe, c'est pas le sujet le plus sexy et le plus facile à expliquer, hein. Ils trouvent les gens en général quand on leur parle d'Europe, ils font les gros yeux, on leur dit ah c'est loin, c'est compliqué, c'est déconnecté de la réalité. En plus on comprend pas comment ça fonctionne, c'est pas comme à l'Assemblée nationale ou à l'Élysée, etc. Donc c'est compliqué. Bref, c'est pas sexy, j'en sais quelque chose, mais pour autant, il y a consensus dans tout le monde, ça c'est une bonne chose, que l'Europe a une place et un rôle important à jouer, hein. Il suffit de voir même les différentes crises qu'on a tous traversées ces dernières années pour s'en rendre compte, hein, que ce soit le Covid, la crise économique, l'Ukraine maintenant, etc. Donc il y a un consensus sur le fait que c'est important et qu'il y a un rôle à jouer. Donc, du coup, ça rend quand même aussi important d'avoir des gens qui expliquent ce que c'est que l'Europe et essayer de la rendre un petit peu lisible, notamment quand on voit par exemple la petite place qui peut être accordée à l'Europe dans les médias nationaux, même si faut être un peu juste, hein, les choses s'améliorent un petit peu. Mais ça résout pas la question de base. C'est bien beau de parler d'Europe, mais comment on explique l'Europe d'une manière que ça soit pas chiant comme la mort. Alors pour répondre à cette question, ma foi, fort aisée, hein, ça devrait nous prendre 5 minutes, pas plus, j'ai invité 2 créatrices françaises qui font du contenu spécifiquement pour l'Europe pour discuter bah, comment faire de la pédagogie sur l'Europe et faire aussi, bah, évidemment, notre petite thérapie de groupe, hein. Donc ma première invitée de ce soir, c'est Jennifer Richard, donc elle est co-créatrice de la chaîne YouTube WIP, qui fait de la vulgarisation politique à la fois nationale et européenne. Donc Jennifer s'occupe du volet européen de la chaîne. Et avant ça, elle faisait partie de l'équipe d'Acropolis, hein, ce qui est devenu entre-temps Jean Massier, où elle parlait aussi de l'Europe. Et à côté de tout ça, bah, elle travaille au Parlement européen dans un groupe politique. Ma seconde invitée, c'est Audrey Vuettaz, qui est la créatrice du podcast Trait d'Union, qui explique de manière didactique certaines décisions et sujets européens pour, en gros, aider les gens à comprendre en quoi l'Europe les touche au quotidien. Et donc, voilà, mieux comprendre l'Europe. Et à côté de cela, bah, elle est journaliste politique à la télévision, donc à M6 et à Public Sénat. Donc elle sait ce que c'est que de parler de politique et c'est ce que c'est que parler d'Europe. Alors, avant qu'on se lance un petit peu dans l'interview, dans la discussion en tant que telle, bref rappel des règles du jeu pour ceux d'entre vous qui vont être nouveaux parmi nous. Nos invités vont rester avec nous pendant à peu près 1 heure, après quoi, bah, ils pourront partir et profiter du reste de leur soirée. En temps normal, on fait un petit débrief d'une petite demi-heure après les interviews. Là, on va voir, parce que bon, c'est un stream relativement chill. On verra à la fin si j'ai des trucs à ajouter ou pas, donc restez jusqu'à la fin et on verra en fonction. S'il y a besoin de faire un débrief ou pas. Comme d'habitude, j'ai préparé des questions de mon côté. Vous pouvez bien entendu poser vos questions et réagir via le chat sur Twitch ou YouTube, puisqu'on est en direct sur Twitch, YouTube et Twitter. Donc n'hésitez pas à participer et à réagir, mais comme d'habitude, bah, faites-le dans la bonne humeur et sans spammer. Et je garderai un œil sur vos suggestions et je piocherai dans vos questions si elles sont pertinentes. Et j'en ai aucun doute là-dessus. Bah écoutez, sur ce, moi j'ai fini mon introduction, donc on va se lancer. Bonsoir Jennifer, bonsoir Audrey, bienvenue sur la chaîne et merci d'avoir accepté l'invitation pour venir nous parler d'Europe, ou du moins comment on parle d'Europe, vaste sujet. Alors vous m'avez entendu faire un petit peu ma petite introduction et vous présenter brièvement. Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais oubliées que vous voudriez préciser en plus de ce que j'ai dit dans mon introduction? Jennifer? Non? Introduction parfaite, bonsoir à tous, un plaisir d'être avec vous. Moi aussi, rien à dire de plus. Enfin, si, on va le dire dans l'heure qui vient. Et bonsoir à tout le monde. Bah écoutez, parfait dans ce cas-là. Commençons un petit peu par le début, hein, c'est toujours bien de commencer une histoire par le début. À quel moment vous vous êtes dit, bah tiens, je vais créer un contenu spécifiquement sur l'Europe? Ça a été quoi le déclic de votre côté? Donc Audrey, on va commencer par toi. Alors, moi, le déclic, ça commence en 2019. Je travaille pour M6 et on me demande de faire pour les élections européennes des sujets didactiques pour expliquer ce que fait un eurodéputé, à quoi sert l'Europe au quotidien. Et en fait, bon, je commence à m'emparer du sujet que fait un eurodéputé. Et là, je me rends compte en fait que j'en connais vraiment pas beaucoup. Et que ceux que je connais, en fait, c'est ceux qui viennent jamais. J'avais trouvé un site internet pour voir les eurodéputés les plus efficaces, ou en tout cas les plus présents et ceux qui produisaient le plus. Et en fait, tous ceux que je connaissais, ils étaient tout en bas, mais vraiment très 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 en bas. Et là, je me suis dit, moi je suis journaliste,
Alors, je suis pas journaliste. À l'époque, je n'étais pas vraiment très intéressée par les questions européennes, pour le coup, je dois l'avouer. Et je me suis dit, ah ouais, donc en gros, moi, j'y connais rien. J'en connais pas un, donc on part déjà de très loin, alors que je suis censée quand même baigner un petit peu dans l'actu. Et ça a un peu cheminé. Et du coup, l'année dernière, j'ai décidé de lancer mon podcast Trait d'Union pour en parler à côté, parce que c'est vrai, et on y reviendra peut-être tout à l'heure, que c'est un petit peu compliqué d'en parler dans les médias, notamment en télévision, de l'Union européenne. Ah, et toi, Jennifer, ton histoire? Moi, j'étais à la base une spectatrice assidue de la chaîne de Jean Massier qui était Acropolis à l'époque. Et je spammais toujours sur la question européenne parce que je suis intéressée par ces sujets depuis longtemps. J'ai fait mes études d'ailleurs sur la question européenne et tout. Et donc, il m'a contactée pour voir si c'était pas possible de faire un stream sur ces questions-là. Et je m'étais jamais posé la question avant ce truc-là. Et j'ai dit, bah ouais, go quoi. Et en fait, pourquoi ? Parce que, y a, comme le disait Audrey, il y a quand même un manque de traitement des questions européennes, surtout dans la presse télévision. J'ai pas envie de mettre le focus sur la presse écrite qui fait quand même pas mal de choses, il y a quand même des correspondants et tout, mais on voit que pas assez de moyens pour couvrir les questions européennes en France, pour du coup que ça revienne aux citoyens. Et donc je me suis dit, ben, pourquoi pas partager un peu ma passion et ce que je connais à mon petit niveau sur ces questions-là et faire un peu de vulgarisation et donner un peu des clés aux gens pour comprendre un peu en quoi ils se plongent quand ils s'intéressent aux questions européennes, à comment ça fonctionne, quoi, pour qu'eux soient un peu plus éclairés sur le sujet et donc se dire, ok, j'aime pas ça, mais au moins je sais pourquoi j'aime pas ça. Voilà. D'accord. En gros. Ouais, écoutez, moi, là, je viens d'essayer que je vais m'interviewer moi-même, parce que je veux dire, c'est ce que je disais un peu en introduction. Bah oui, Enfin, je je suis concerné aussi, et puis c'est un peu ma question suivante. Voilà, on représente chacun trois angles différents de la vulgarisation sur l'Europe, puisqu'on a une chaîne YouTube, on a un podcast, et moi je fais du live. Moi, du coup, bah, comment je me suis dit je vais faire un truc sur l'Europe. Bon, pour ceux d'entre vous qui ne savent pas, depuis longtemps, ça fait longtemps que je fais, en tant que assistant, que je fais des trucs, mais plus humoristiques à la base, hein, c'était à l'époque où j'étais assistant. Et en fait, moi de mon côté, le truc qui m'a été un peu le déclic, ça a été... Alors ça faisait longtemps que ça me tournait dans la tête, c'est notamment quand j'ai découvert un peu Jean Massier, à l'époque Acropolis, donc je crois que ça devait être à l'horizon 2017, un truc comme ça. Donc ouais, je m'étais dit, ah ouais, c'est vrai que c'est plutôt stylé comme format, il y aurait des choses à faire peut-être sur l'Europe. Et après, j'avais plein de trucs à faire, donc je l'ai pas fait. Et en fait, moi, le vrai déclic, ça a été moi donc j'ai travaillé sur les questions de droit d'auteur, sur la directive de droit d'auteur, et bon, ça a été un truc un peu violent, on va dire, en termes de campagne. Ouais. Et il se trouve que moi, à l'époque, je me suis retrouvé j'ai eu l'occasion de me retrouver sur un stream, en fait, un youtubeur qui faisait un stream sur la directive de droit d'auteur, et donc j'avais été invité pour parler de ça, et j'avais vraiment adoré le format. Les gens avaient, alors que voilà, je défendais la directive de droit d'auteur, ce qui n'était pas forcément une position très populaire sur internet à l'époque, et ça s'était vachement bien passé, les gens avaient adoré, et du coup je me dis, bah merde, c'est un truc qui ça confirme un peu l'idée qu'il y a quelque chose à faire, etc. Et donc bon, quand j'étais au Parlement, je pouvais pas faire ça, et quand je suis parti du Parlement après en 2019, je me suis dit, bon bah voilà, à un moment donné, ça serait bien de faire quelque chose, ou bien je voulais faire ça quelque chose, un collectif, parce que je dis, ouais, est-ce que j'ai les épaules pour faire ça tout seul dans mon coin et tout, peut-être pas. Et j'arrivais pas à trouver d'autres gens, c'était compliqué et tout, et au bout d'un moment je dis, bon bah merde, si je me lance pas, je vais jamais le faire, donc j'ai fini par me lancer tout seul, et bon bah voilà, un peu plus d'un an plus tard, bah, je suis toujours là, et ça se passe bien, je le vis bien, je suis pas devenu alcoolique ni quoi que ce soit. Bref. Donc, voilà, justement, on l'a évoqué, chacun de nous a un format différent, donc pourquoi avoir choisi YouTube, pourquoi avoir choisi le format podcast, donc Jennifer, pourquoi YouTube? Parce que le côté intéressant avec la vidéo sur YouTube, c'est que déjà, c'est sur une plateforme qui est accessible à tous. Enfin, tout le monde utilise YouTube, en particulier les plus jeunes, ce qui te permet de toucher un public très étendu. Et en plus, la vidéo a un côté très intéressant parce que c'est pas périmable, à la différence du live, parce que moi j'avais fait du stream avant. Et là, sur une vidéo, tu peux faire une vidéo de vulga en expliquant ce que c'est que le Parlement européen en une vidéo, et t'as pas besoin de sans cesse réexpliquer. Et si jamais les gens veulent en savoir plus, tu peux renvoyer vers cette vidéo que tu as déjà fait. Donc il y a ce côté intéressant parce que pas périmable. Et ensuite aussi parce que on est aujourd'hui dans notre société de tout ce qui est blog, etc., qui appelle à la lecture. Ça, c'est parce que les gens sont moins concentrés par ce genre de format-là. Donc la vidéo a un côté
pardon, à un côté où tu peux justement te permettre d'intéresser un petit peu plus par l'effet vidéo, et ensuite tu utilises des petites conneries, genre moi j'essaye de faire ça un peu de manière drôle et ludique pour essayer de tenir les gens, parce que oui, sinon on se fait chier comme un rat mort en écoutant des sujets sur la Julia, ce que c'est que le Parlement européen, quoi. Voilà. Et toi, Audrey? Je suis totalement d'accord avec toi. Moi aussi, j'essaye à chaque fois de mettre pardon, une petite pointe d'humour parce que ouais, en fait, c'est pas sexy, quoi. Enfin, on en reparlera sûrement plus tard. Pourquoi moi j'ai choisi le format podcast? Déjà parce que au début j'ai pensé à la vidéo et après je me suis dit en fait c'est déjà ce que je fais tous les jours au travail. Donc en fait trop chiant de le soir me remettre à faire du montage vidéo, j'y arrivais pas. Et en fait j'adore les podcasts et j'adore en écouter dans les transports ou je sais pas, quand tu es en train de cuisiner ou quand, enfin, tu vois, t'as pas forcément besoin d'être vraiment focus sur un truc que tu regardes. Et donc, je me suis dit, bah, ok, banco, je tente de le faire en podcast. Et puis, c'est aussi pour faire autre chose que ce que je fais de mes journées, c'est-à-dire le montage vidéo. Et au final, enfin, vous avez réussi à trouver votre créneau, vous êtes satisfaite, voilà, in fine, de voilà, le format audio, ça marche bien pour ce que tu voulais faire, ce que tu avais en tête au début, et pour toi, Jennifer, le YouTube, ça a donné ce que tu voulais, donc pas de regret. Pas de regret ou pas de volonté de faire autre chose, je veux dire, de compléter par un autre volet complémentaire. Non, franchement, le côté YouTube est super cool. En plus, tu apprends plein de trucs en faisant des vidéos, parce que tu es du coup obligé de me mettre sur le montage, ce que je ne savais pas du tout faire à la base, puisque nous, chez WIP, on monte nos vidéos nous-mêmes. Donc ça fait qu'en plus d'écrire la vidéo, de la tourner, il faut que tu te tapes de regarder ta gueule pendant 8 heures pour pouvoir la monter, ce qui est un peu chiant, mais voilà. Mais non, sinon, effectivement, le stream, c'est super cool, puisque comme je disais, j'en ai fait auparavant, et c'est vraiment super le live, mais ça nécessite d'avoir une bonne connexion Internet, etc. Ça demande aussi beaucoup de temps. Donc pour l'instant, je préfère me focaliser sur le format qu'on a développé chez WIP, avant de s'éparpiller dans plein de trucs, parce que sinon c'est l'enfer, tu n'en sors plus, quoi. Surtout quand tu as une vie professionnelle à côté, ce qui est notre cas à tous les trois, quoi. Ouais. Moi, en fait, j'ai un peu l'inverse de toi, c'est-à-dire j'ai essayé de faire du live parce que j'avais pas le courage d'aller apprendre à faire du montage vidéo. Je me suis dit, ouais, live, c'est plus simple. Une fois que t'as une bonne connexion, bon, ça va, j'ai eu la chance d'avoir une connexion correcte, donc je me suis dit, bon, vas-y, fais du live. Et puis j'aimais bien aussi le côté interaction en direct avec les gens, c'est plus simple. Cool, parce que sinon, tu dois toujours te dire, ah, je dois anticiper les questions des gens, etc. Mais ça, on va en discuter un petit peu plus tard. D'ailleurs, Jennifer, le chat apprend que oui, fais des vidéos. Je sais, c'est la communauté qui troll. C'est la communauté de Wii qui troll, pardon. non, mais oui, apparemment fait des vidéos. J'entends des rumeurs. Ouais, c'est un troll qu'on fait à chaque fois. Pas de souci. Alors du coup, dit voilà, Paris d'Europe, a priori, c'est un peu chiant. Ça peut être un peu chiant. Pour les gens normaux et même pour nous, quand on rentre vraiment dans le technique. Mais du coup, c'est quoi vos hooks quand vous parlez à des gens et que vous essayez de les intéresser à l'Europe, comment vous accrochez l'attention? C'est quoi votre truc? Votre sujet, votre anecdote qui va faire, ah bah tiens, ouais, effectivement, il y a peut-être un truc là-dedans. Moi, en général, j'essaye de m'appuyer sur ce qui peut les toucher au quotidien, toujours avec une pointe d'humour. Et c'est vrai que une fois, j'ai un mec de l'Institut Jacques Delors qui m'a dit ouais, ça serait super cool si on pouvait faire un truc ensemble sur le traité de Maastricht. Et là, j'ai fait ouais. Et en fait, du coup, on trouve toujours un moyen de raccrocher un peu les wagons. Et puis en fait, en m'intéressant au sujet, parce qu'en fait, je me rends compte, moi j'apprends à chaque épisode parce que je suis pas une experte du domaine. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est aussi facile de raconter un peu en version bébé. Pour le coup, moi, les gens qui écoutent, c'est vraiment des gens qui sont pas hyper au fait des questions européennes. Donc en gros, je me mets vraiment au niveau basique parce que moi non plus, en fait, à chaque fois quand je m'intéresse à un sujet, j'y connais rien. Et donc là, c'est vrai que en fait, quand tu déroules un peu toute l'histoire autour du traité de Maastricht, alors sur le papier, t'es là, wow. Et en fait, c'est super passionnant. Il y a plein de trucs à raconter. Et il y a des espèces de batailles politiques. Il y a plein de trucs à raconter. Et je pense que c'est intéressant de le raconter un peu, comme des histoires, peut-être pas à la Netflix, mais voilà, essayer de trouver un peu un point qui peut être intéressant. Donc, soit qui touche le quotidien, soit les gars, je vais vous raconter une histoire de ouf. Avec des histoires de trahison, des histoires de revirement de situation. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut essayer de capter un peu l'attention. Avec en plus l'humour, mais tu fais ça très bien, Jennifer. Alors du coup, Jennifer, vas-y. Oui, en fait, moi, j'essaye plutôt de me reposer sur l'actu pour essayer d'attirer un petit peu les gens sur ces questions-là.
ce qui n'est pas toujours évident, hein, typiquement, mais en fait, sur WIP, on essaye un petit peu de se caler à ce qui se passe dans l'actu et on essaye du coup de prendre un sujet en se basant sur ça et en développant. Et en fait, du coup, sur les vidéos, ce qu'on développe de plus en plus, c'est de parler de l'actualité tout en apportant un côté vulgarisation, en expliquant un petit peu comment les choses fonctionnent globalement. Donc, du coup, on essaie de mixer un petit peu les deux pour avoir une vidéo in fine. Par exemple, là, c'est la présidentielle. J'ai saisi cette opportunité pour faire des vidéos un peu sur qui sont les alliés européens de chaque, enfin pas tous les candidats parce qu'il y en a beaucoup, mais de la plupart des candidats à la présidentielle pour essayer d'un peu apporter un angle européen à cette présidentielle pour voir un petit peu comment ça se passe au niveau européen, etc. et apporter des choses, des éléments aux gens pour qu'ils comprennent un peu comment ça marche à une échelle européenne et quel est l'impact d'une présidentielle du coup sur l'Europe. Donc voilà, vraiment en se basant un peu plus sur l'actu et effectivement, comme le dit Audrey, en essayant de mettre une dose d'humour parce que sinon c'est un peu sec. chiant, quoi. Ouais, c'est un peu sec. Ouais. Donc si je comprends bien, c'est que les sujets, oui, vous les choisissez plutôt enfin, pas, je peux pas en dire tout le temps, mais en essayant de vous caler sur l'actualité. C'est l'angle d'attaque. Et toi, Audrey, comment tu choisis tes sujets ? Moi, c'est vraiment au fil des choses que je peux regarder. En fait, en gros, je me suis fait une liste des personnes qui parlent des sujets européens sur Twitter. Et en gros, dès qu'il y a un truc un peu qui m'attire l'œil, par exemple, il y a eu cette histoire de traité de Maastricht. J'ai fait un épisode sur Roberta Metsola. Et puis en fait, après, on m'a parlé du pacte Simone Veil. Du coup, j'ai fait un épisode sur le pacte Simone Veil. En fait, c'est un peu des trucs que tu déroules à chaque fois. J'avais commencé par le Conseil européen autour du plan de relance parce que je trouvais que c'était un truc où, pour le coup, c'était passionnant, il y avait plein de choses à raconter. Et donc, ouais, en fait, c'est vraiment des sujets. Alors, pour le coup, moi, en général, j'essaye de pas les faire trop actu parce que déjà, j'ai pas énormément de temps à consacrer à côté. Et en fait, je procrastine vachement. Donc, si je fais des trucs actu, je me fais balayer, c'est mort. Et du coup, enfin, vas-y, Jennifer. Non, je me permets juste de dire à Audrey qu'en plus, ce qui est intéressant avec son podcast, c'est que ça fait vraiment slow information, quoi. Donc, du coup, c'est hyper intéressant. Tu peux avoir des podcasts où tu prends du recul sur ce qui s'est passé il y a quelques temps, machin, et ça apporte un autre regard aussi sur l'événement, donc c'est super intéressant. Et du coup, t'as un petit peu évoqué ça, Audrey, c'est la question du temps. Combien de temps ça te prend pour toi de préparer un épisode de podcast ? Moi, clairement, au tout début, ça faisait à peu près 15 heures. Donc, tu vois, le côté... Parce qu'en fait, j'ai beau faire du montage vidéo, tu me mets devant un logiciel audio, j'ai dû tout apprendre un peu comme vous sur le côté montage vidéo. Déjà, il y a la recherche d'infos, après, il faut faire les interviews, après, il faut faire le montage. En général, j'aime bien retrouver, pour que ce soit un peu plus vivant, parce que bon, t'as que l'audio, tu vois. J'aime bien trouver des archives audio. Ce qui est cool, et ce que j'ai oublié de dire par rapport au podcast, c'est qu'en fait, tu vois, les vidéos d'archives type INA, je pourrais pas vraiment les mettre dans des vidéos YouTube parce qu'en termes de droit, alors qu'en fait, l'audio, tu peux, pour l'instant, sur le format podcast parce que c'est pas encore hyper bien encadré. Et du coup, en fait, ça aide vachement de retrouver des archives et ça rythme un peu l'épisode aussi, tu vois, tu reparles un peu des personnes qui sont intervenues. Je repense au traité de Maastricht, par exemple. Et donc, tu as tout ce truc montage. Maintenant, comme j'ai un peu accéléré un peu le process, je dirais ouais, ça fait bien 7-8 heures de taf sur un épisode. Donc autant dire que là, pendant la campagne présidentielle, je m'excuse, je me suis excusée une tonne de fois auprès de la communauté. Mais... Oui, ça arrive, il y avait des trucs qui se passaient, apparemment. 2-3 trucs. 2-3 trucs. Ouais, à peine. Et toi, Jennifer, combien de temps ça te prend de préparer un épisode ? L'écriture, ça peut prendre pas mal de temps, ça dépend du sujet, parce que comme le disait Audrey, elle apprend à chaque épisode, mais je pense que c'est aussi pareil pour toi ou pour moi. Moi, il y a des épisodes aussi où je pars un peu de zéro, parce que je suis pas expert sur tous les sujets européens non plus, quoi. Donc l'écriture, ça peut prendre 1 à 2 heures facile, quoi. Le tournage, ça prend en moyenne 45 minutes et ensuite le montage, ça peut prendre 8 à 12 heures, quoi. Donc ouais, c'est 15 heures aussi, je pense, en total à peu près. Donc oui, il faut trouver le temps de le faire, quoi. Il faut avoir la passion, hein, parce que ouais. Et toi, du coup, t'es live, tu mets combien de temps pour tout préparer? Parce que mine de rien, t'es en live, mais... c'est un peu la même chose, c'est-à-dire moi au début, un live, ça me prenait des jours et des jours à préparer, surtout que je découvrais complètement le truc, hein. J'avais jamais fait de live, j'avais jamais fait de vidéo avant, donc il a fallu que je me familiarise avec tout. Maintenant, comme je fais un format interview,
ça me facilite un petit peu les choses dans le sens où j'ai pas besoin d'aller vraiment creuser très en profondeur. Faut que j'aille titiller les gens, titiller les gens un petit peu et après c'est eux qui vont me donner l'expertise, etc. Mais après c'est voilà, comme je parle beaucoup à des députés européens, c'est le Parlement européen, c'est un milieu que je connais, donc je suis capable aussi voilà d'anticiper voilà, les sujets qui peuvent tomber sur les commissions parlementaires. Je sais à peu près quels sont les grands thèmes que je peux évoquer. À chaque fois, les députés, je leur demande ok, quels sont plutôt les sujets sur lesquels vous bossez. Comme ça, moi, je peux orienter mes choses. Il y a toujours de l'actualité sur laquelle on peut rebondir. Donc maintenant, aujourd'hui, je leur préparer une interview pour un député. Pour préparer les questions elles-mêmes, ça va me prendre. Ça va me prendre 2-3 heures, peut-être un peu plus, ça dépend s'il est... Parce qu'à chaque fois, en fait, je propose aussi aux gens de proposer des questions, que ce soit sur Reddit, sur Discord, etc. Donc, par moment, les gens sont super inspirés, donc j'ai pas besoin de beaucoup de... En fait, je prépare toujours mes questions, mais j'ai l'embarras du choix. D'autres fois, les gens sont pas inspirés, donc c'est moi qui fais les questions, mais ça me... J'ai l'avantage d'avoir le plus souvent trop de questions pour le député que l'inverse. Donc, et le format live derrière, bah voilà, ça dépend de la discussion avec les gens, donc ça me prend moins de temps, ce qui permet voilà aussi de balancer, la même chose avec vous, hein, c'est-à-dire avec la vie professionnelle qu'on a à côté, la vie personnelle, etc. Donc c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai choisi le format live et un format interview, parce que ça me permet aussi d'optimiser un petit peu le temps. Mais t'as ton format aussi revue de presse, un petit peu. J'ai le format, alors ouais, effectivement, le format revue de presse, ça par contre, ça me prend plus de temps, parce que, déjà pendant la semaine, en théorie je suis censé le faire, à chaque fois j'oublie de le faire pendant la moitié du temps parce que j'ai trop de trucs à faire. Normalement je suis censé mettre de côté les news, etc., un peu de côté, et après je passe en gros tout mon dimanche en fait à refaire toutes mes news, tout le truc des news, sélectionner les 2-3 thèmes, sélectionner les articles, etc. Donc ça me prend, ouais, au bas mot une demi-journée, surtout que je dois le faire en français et en anglais. Donc ouais, non, c'est la revue de presse qui me prend de loin le plus de temps, parce qu'il faut que je collecte les informations, il faut que je remette tout en forme, et encore, je veux dire, je fais ça surtout sur des sources politico et euractives, donc j'ai choisi un peu la voie de la facilité, je dois le reconnaître, mais c'est vrai que ça bouffe pas mal de... Mon dimanche, j'en profite pas beaucoup. Alors moi j'ai une première question dans le chat qui est, est-ce que parfois le temps qui est nécessaire pour consacrer un sujet est tel que vous avez décidé de l'abandonner in fine? Non. Non. J'ai jamais abandonné un sujet. Par contre, il y a des sujets que j'essaie de traîner parce que ça me saoulait de les faire. Ça, ouais. Bah justement, moi c'est la question que j'avais pour après. Est-ce qu'il y a des sujets que que vous trouvez très ou trop compliqués à expliquer? Enfin, vous êtes là, ok, je vais le laisser dans un coin, je prétends que ce sujet n'existe pas pour autant que je peux. Moi, c'est pas que c'est des sujets compliqués, mais c'est des sujets qui sont chiants à faire parce que c'est la base de la base. Par exemple, j'ai fait des vidéos du coup pour expliquer comment fonctionnent les grandes institutions de l'Union européenne, donc Conseil européen, Parlement européen, Conseil et Commission. Et typiquement, la vidéo sur la Commission européenne, je l'ai fait traîner des mois et des mois parce que c'était chiant à mourir, quoi. Et que c'est difficile de trouver un angle pour intéresser les gens, faire de l'humour sur la Commission européenne. Et cette vulga pure, c'est compliqué à faire en vrai, parce que c'est la base, mais c'est pas toujours évident de trouver les bons mots, la bonne manière d'expliquer la base en termes de droit européen et des institutions, quoi. Mais c'est hyper précieux parce que moi qui connaissais rien pour le coup aux institutions européennes, je les ai toutes bingées. Moi, il n'y a pas de sujet où je mets sous le tapis parce qu'en fait, je les fais pas. Enfin, tu vois, comme je fais pas un truc d'actu, je me dis pas ah tiens, je vais faire la taxonomie, c'est trop cool. C'est clair. On peut peut-être trouver un nom que je sais pas, mais en plus, je suis sûre qu'il y aurait un truc à trouver. Mais bon, ouais, bah voilà, s'il fallait, voilà, des trucs un peu, enfin voilà, moi je préfère trouver des petites histoires pour essayer de raconter en quoi l'Union européenne peut toucher un peu les gens. Après, encore une fois, mon public, c'est vraiment... Enfin, j'essaye en tout cas que ce soit vraiment novice, qui connaît pas grand-chose. Si je mets taxonomie dans un titre, mais il y a personne qui écoute l'épisode. Ouais, j'ai fait un peu la taxonomie. J'ai fait un peu pour la revue de presse, j'ai dû faire un petit peu la taxonomie. Après, ça s'explique. J'ai dû lire pas mal d'articles pour comprendre, mais ça peut s'expliquer. Surtout après quand tu rentres un peu plus dans le côté politique, quoi. J'ai expliqué ce que c'est que la taxonomie en pur et dur, c'est chiant à mourir. C'est plus la petite histoire politique derrière, les luttes politiques que ça traduit derrière qui sont intéressantes à raconter, quoi. Mais effectivement, derrière,
J'irai pas me faire. Alors, on va lire aujourd'hui la taxonomie, et on va commenter la taxonomie. Là, non, Mais c'est sûr. in fine, je pense que tu es le plus concerné par cette difficulté-là, parce que comme tu fais une revue de presse et que tu es en live toutes les semaines là-dessus, et que du coup, tu dois parler de plusieurs sujets de l'actu, Audrey et moi, on fait un épisode, enfin moi, c'est un épisode toutes les 2 semaines, voire une fois par mois. Audrey, c'est, je crois, toutes les semaines ou quelque chose comme ça. Non. T'as essayé Non. toutes les 2 semaines aussi. En fait, En théorie, quoi. oui, mais voilà, on est tous soumis aux mêmes choses, mais non, comme on fait des épisodes beaucoup plus ponctuels et qui décident de la préparation sur chaque épisode, on a moins ce côté à devoir tout traiter sur l'actualité qui s'est passée les derniers jours ou quoi, contrairement à toi par exemple, où s'il y a un gros truc sur la taxonomie, c'est peut-être plus compliqué pour toi de passer à côté. Moi, je triche un petit peu quand même. Je triche un petit peu quand même. Je triche un peu parce que comme moi, je fais des formats courts. Sur la vue de presse, je fais un truc d'1 heure. Donc, parce que j'ai pas envie de faire un tunnel de 3 heures d'abord en français, puis 3 heures encore en anglais. Là, je dis non, c'est pas possible, je peux pas. Donc, comme je fais un format court, ça m'oblige déjà à m'arrêter à 3-4 sujets, voire un grand maximum. Et derrière, bah voilà, si effectivement il y a un gros sujet de taxonomie, bah je vais le traiter. Mais ça, comme je dois traiter 3-4 gros sujets en 1 heure, je vais passer 5-10 minutes dessus à tout casser. Donc j'ai pas vraiment non plus le temps de rentrer dans un truc. Et comme, oui, voilà, comme Little Miss Derry a dit aussi, je me répète toutes les semaines parce qu'il y a toutes les semaines, il y a la revue de presse, il y a l'Ukraine, toutes les semaines, il y a l'état de droit, etc. Donc je veux dire, maintenant, il y a des sujets. Je pense que si tu fais l'inventaire de toutes les revues de presse que j'ai fait depuis que j'ai commencé, je crois en septembre, tu dois avoir 5 sujets, tu les retrouves à peu près toutes les 2 semaines ou 3 semaines, grand maximum, quoi. Mais ouais, il y a des moments où, voilà, je veux dire, l'Ukraine, je peux pas me permettre de ne pas en parler pendant les revues de presse toutes les semaines. Je veux dire, il y a des sujets, tu peux pas, quoi. Je veux dire, après, il y a d'autres moments, c'est l'état de droit, où pareil, ça fait des tunnels pendant quelques semaines où on va parler que de ça, etc. Donc bon. Effectivement, il y a des sujets qui reviennent souvent. Il y a des sujets qui reviennent souvent. On a ce luxe de pouvoir aussi choisir les sujets qu'on traite et aussi de se dire sur celui-là, j'ai pas l'expertise, donc je vais pas aller me casser la gueule là-dessus, quoi. Typiquement, un sujet économique ou un sujet monétaire, moi, clairement, c'est les trucs sur lesquels moi concrètement, le seul truc que je pourrais faire, c'est alors, je vais vous lire la dépêche de Politico. Voilà, c'est ça mon apport. Je vais vous lire un truc. Donc ça apporte rien, ça a aucun intérêt, quoi. Donc autant de pas le faire. Et surtout, si après les gens, ils ont envie de savoir plus, tout ce que je peux leur dire, je sais pas, allez voir ailleurs. Ouais, donc ça marche pas, quoi. La vidéo sur la BCE, elle ne verra pas le jour, tu vois, par exemple. Ah non, mais non, ça. C'est mort. Ça c'est. En plus, le but, c'est quand même d'intéresser les gens. Si nous-mêmes, en fait, ça nous saoule. Enfin, je veux dire, on va jamais trouver un moyen de le raconter. Et en fait, il y a un truc que je me disais aussi, tu vois, le thème, c'est un peu comment intéresser les gens. Et en fait, je me rends compte que on part peut-être un peu trop du côté, alors on va vous expliquer les institutions. Et en fait, comment faire encore plus peur aux gens que ça, quoi. Enfin, tu vois, genre, alors l'Union européenne, c'est hyper compliqué. Et du coup, je pense qu'il faut trouver le juste milieu pour essayer quand même d'expliquer, parce que en fait, ça fait signer les oreilles quand on dit que Macron c'est le président de l'Europe. Et en même temps, essayer d'intéresser. Enfin voilà, faut trouver un peu le juste milieu, quoi. Du coup, sur ce sujet de la simplification, comment on fait pour justement trouver ce juste milieu entre à la fois simplifier les choses pour que ça soit compréhensible pour le commun des mortels, déjà que même pour nous qui baignons dedans, c'est pas toujours facile. Alors pour les gens qui vont écouter 10 minutes ou 1 heure à tout casser dans la semaine ou par mois, c'est encore pire. Sans tomber dans le simpliste. Compliqué, hein. Compliqué, vaste sujet. Vaste sujet là. En fait. Déjà, moi, quand je fais mes vidéos, alors j'essaye évidemment de simplifier au maximum, tu vois, je ne veux pas rentrer dans les détails et tout, mais j'essaye aussi de ne pas prendre les spectateurs pour des idiots et d'être dans un discours un peu infantilisant, genre je leur dis comme ça, etc. Et l'humour est quand même une base sur laquelle c'est quand même très, très utile pour essayer de simplifier les choses, d'intéresser, etc. et de tenir les gens sur des sujets qui ne sont pas forcément les plus intéressants de prime abord. Et aussi de donner soit des anecdotes ou alors d'être sur du plus concret pour que les gens, du coup, réalisent. Par exemple, quand tu fais une vidéo sur les élections européennes, de rappeler les trucs un peu à la con, que c'est toi qui élis ton député, tous ces trucs-là, quoi. Par exemple, je sais, j'avais fait une vidéo sur que font les députés, en gros, à quoi ça ressemble leur agenda.
pour rendre le truc un peu concret et intéressant et drôle, j'avais pris l'exemple de Nadine Morano et j'avais dit voilà, ça c'est la semaine de Nadine Morano, elle va en commission telle semaine, après elle va en plénière, elle fait ci, elle fait ça. Bon, en l'occurrence, elle fait pas grand-chose, mais voilà. En gros, c'est un peu ce genre de truc où j'avais fait aussi une vidéo sur la procédure législative. J'ai pris une directive, j'ai fait on va faire une directive concombre ensemble et j'ai expliqué tout le processus de comment on fait un texte au niveau européen avec des trucs un peu concrets qui essayent d'être un peu drôles ou ludiques. Voilà quoi. Sinon c'est un enfer. Si tu fais un exposé ou que tu répètes la page Wikipédia, ça le fait pas quoi. Ouais, donc là. Ouais, je suis d'accord. Par exemple, moi, je sais que je voulais faire un sujet sur la présomption de salariat parce que je trouvais que c'était bien d'actu, ça pouvait être concernant au niveau des gens vu que tout le monde se fait livrer chez lui. Et en fait, finalement, tu prends un exemple concret, puis ça te permet d'expliquer un peu, genre, bah oui, bah alors du coup, ça vient de la commission. Enfin, après, qu'est-ce qui va se passer? Ah oui, bah ça prend du temps, c'est ça aussi l'Union européenne. Et puis en fait, peut-être que des fois, je suis un peu simpliste, tu vois, mais au moins, je me dis, si les gens, ils m'ont à peu près compris, tant pis si les puristes, ils me crachent dessus, c'est pas grave, au moins, j'aurais au moins fait le taf, tu vois. Ouais. Ça dépend de qui tu vises, et quand tu vises effectivement les gens quand l'objectif de ton truc c'est d'intéresser des gens qui ne connaissent pas forcément grand chose, vaut mieux être trop simpliste que d'être trop compliqué quoi, parce que les gens qui connaissent les questions européennes, ils n'ont pas besoin en réalité. Ils n'ont pas besoin d'écouter en fait. Ouais. Justement, j'ai une question sur ça dans le chat, c'est est-ce que vous savez si vos spectateurs c'est des gens qui sont déjà un peu dans le monde européen ou c'est des gens qui vraiment n'y connaissent que dalle? Alors moi au début, ouais, c'était surtout des jeunes et c'était surtout des gens qui étaient intéressés par les sujets européens. Parce qu'en fait j'avais fait une petite formation à l'Institut Jacques Delors et qu'au début j'avais commencé à le diffuser auprès d'eux. Donc évidemment ils étaient tous hyper concernés. Et en fait petit à petit c'est en train de s'ouvrir à des gens qui découvrent voilà, les sujets européens. Ça va assez doucement et puis de toute façon c'est assez niche, hein, mais c'est en train de se développer petit à petit. Et toi Jennifer? Alors c'est difficile à savoir en réalité, on n'a pas les stats précises et tout, mais déjà moi c'est sûr que les gens qui sont sur WIP, qui viennent regarder les vidéos de WIP sont des gens qui sont de base intéressés à la politique. Généralement quand tu tombes sur ce genre de vidéo, c'est que tu es quand même plus ou moins intéressé. Après quand on voit les commentaires, il y a des gens qui ne connaissaient pas grand chose et qui découvrent et qui apprennent des trucs et qui le disent. Et l'avantage aussi que j'ai avec la chaîne WIP, c'est qu'en fait je ne suis pas toute seule, j'ai un camarade qui fait la partie France et qui du coup peut amener des gens, parce que les sujets France sont évidemment peut-être un peu plus intéressants en termes de clics. Enfin, les gens vont plus facilement cliquer sur des trucs qui concernent la politique française, notamment en période électorale type présidentielle. Et après, s'ils veulent découvrir la chaîne, ils vont peut-être aller cliquer sur les vidéos Europe, ce qu'ils n'auraient pas forcément fait de base, tu vois. Donc on a ce côté un peu avantageux avec le côté France, derrière, il y a les vidéos européennes qui peuvent intéresser derrière et qui peuvent toucher des gens qui ne connaissent pas grand-chose. Mais après, il y a de tout. Enfin, évidemment, les gens sont politisés. Évidemment, je pense que mes vidéos intéressent particulièrement les gens qui sont pro-européens. Mais je sais que j'ai des gens dans la communauté de WIP qui sont pas forcément les plus pro-européens du monde et qui vont quand même regarder et qui vont du coup voir un peu plus comment ça marche, quoi. Ouais, ça, c'est mon objectif de base. Donc, Et c'est super intéressant parce qu'en fait, tu vois, tu peux être pour ou contre, il y a plein de choses à critiquer. En fait, moi, je suis d'accord avec toi. En fait, il faut savoir de quoi on parle. Et pour ne pas être d'accord, il faut savoir qu'on n'est pas d'accord. Et en fait, c'est vrai que quand tu regardes les gens qui sont hyper vénères contre l'Union européenne, souvent tu te rends compte qu'en fait, ils savent pas grand-chose. Et on peut être contre l'Union européenne, pourquoi pas? Mais il faut savoir pour pouvoir l'être. Moi, je trouve. Non, clairement. Moi, c'est vraiment mon point. Genre, les gens, tu vois, le Brexit, par exemple, est aussi arrivé parce qu'une partie des gens ne savaient pas forcément tout ce que faisait l'Union européenne ou pas. On le voit dans les eurobaromètres. Quand tu regardes la connaissance des Français sur la question européenne, c'est souvent dans le bas du tableau au niveau des pays européens. C'est aussi ceux qui demandent le plus à être informés un peu plus sur la question européenne. Et donc, du coup, voilà, tu sens quand même que quand il n'y a pas une connaissance du truc, tu vas peut-être plus facilement le rejeter. Mais après, moi, tu vois, je m'en fiche que les gens soient contre l'Union européenne, ils en ont tout à fait le droit. Il y a certainement plein de raisons qui justifient le fait d'être anti-Europe et anti-Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui. Mais moi, mon truc, c'est que je veux qu'ils aient cette position en connaissance de cause, quoi. Ouais. Non, moi, j'ai un peu le même truc de mon côté. Moi, j'ai principalement, c'est un peu l'ironie du truc, c'est
j'ai commencé avec surtout percer dans les milieux fédéralistes. Donc j'ai plein de fédéralistes dans ma communauté. C'est devenu un peu une private joke à ma communauté parce que je me qualifie en tant que fédéraliste repenti, donc c'est un peu la private joke. Je suis plus fédéraliste et j'ai une communauté de fédéralistes, mais à côté j'en ai quelques-uns aussi qui sont plus eurocritiques. Et du coup, c'est aussi intéressant parce que ça me permet aussi d'avoir apparemment des discussions dans la communauté où justement, bah, ils sont pas d'accord et ils discutent, quoi. Mais c'est vrai, principalement des gens qui sont intéressés à la politique européenne, sans pour autant être des gens de la bulle. J'ai quelques gens qui sont de la bulle ou des anciens de la bulle, mais sinon c'est surtout des gens, enfin j'ai des Français, j'ai des gens qui sont en Suède, en Espagne, Hongrie, enfin j'ai des gens d'un petit peu partout. Cool. Ça c'est cool. J'ai aussi des jeunes, je pose la question des jeunes, j'en ai plutôt ma tranche d'âge, hein, donc la trentaine, mais j'ai aussi des gens qui ont 16-17 ans, quoi. Donc j'ai un Ouais, ça, un c'est petit peu cool. tout. Ça, c'est super cool. J'ai un Et petit c'est peu de tout, d'autant quoi. plus cool que je trouve qu'avec les projets du coup qu'on a tous les trois, c'est que on n'est pas, je pense pas qu'on soit, alors ça doit se voir qu'on est pro-européen, mais je veux dire, on n'est pas non plus à prêcher un bord politique, on n'est pas des chaînes d'opinion. Non. Et donc du coup, ça fait que tu peux te retrouver avec des gens dans la communauté qui viennent de tout bord politique et de toute pensée par rapport à l'Union européenne notamment, genre pour, contre, fédéraliste, pas fédéraliste, Europe des nations, que sais-je. Et du coup après, notamment parce que je sais que toi aussi t'as un Discord, mais c'est des gens qui du coup se retrouvent à discuter ensemble, à débattre ensemble sur ces sujets, alors qu'ils sont pas forcément d'accord. Et c'est juste, moi je trouve que c'est ça qu'on gagne quand on arrive à faire ça, quoi, en fait. L'objectif de ce que je fais, moi, c'est vraiment ça, tu vois, que les gens connaissent un peu plus le sujet et que derrière, ils puissent en plus échanger entre eux et voir quels sont leurs positionnements et débattre, quoi. C'est trop cool. J'avais discuté avec un mec qui bossait au niveau local sur la conférence sur l'avenir de l'Europe. Ce qui me fait penser que Vaste sujet. un sujet mort dans l'œuf pour moi, c'est la conférence sur l'avenir de Ah l'Europe. mais ça, enfin moi je me sens mal pour la pauvre conférence, hein, vraiment. Un moyen. Déjà, le truc qui s'appelle conférence sur l'avenir de l'Europe, enfin, genre, déjà, on a fauché tout le monde. Et en fait, le mec me disait qu'ils avaient des mecs qui faisaient des propositions, qui étaient hyper intéressés, tu vois, dans les petites réunions et tout, pour faire des propositions de trucs qui existaient déjà. Ouais. Parce qu'en fait, on part de là. On part voilà, il y a un manque de connaissances des sujets européens. Et en fait, les mecs étaient hyper investis. Parce que comme à chaque fois que tu fais une conférence ou que tu tires des gens au sort ou quoi, enfin voilà, tu te sens un peu investi d'une mission. Et en fait, ils proposaient des choses qui existaient déjà. Et voilà, je pense que ce qu'on fait nous tous, c'est aussi un peu de ce côté-là, tu vois, d'essayer d'expliquer un peu voilà, ce qui existe. Et, parce que sinon, oui, voilà, tu peux critiquer, mais si tu connais pas ce que tu critiques... Non, clairement. Clairement, enfin, et si on doit dunker un peu sur la conférence sur le futur de l'Europe, enfin, nous j'avais fait un stream sur les propositions qui avaient été faites sur la plateforme elle-même. Là cette semaine je fais un stream sur les propositions des panels de citoyens, mais j'avais fait un stream sur le site de la plateforme. Et enfin c'était un peu triste parce que vraiment tu regardais je crois que j'avais fait le décompte, presque plus de la moitié des propositions qui étaient dans le top, ceux qui étaient plus endorse, c'était les propositions de lobby en fait. C'est les lobby qui s'étaient créé un compte et qui faisaient leurs propositions. Donc t'avais peut-être un tiers des propositions qui étaient en top, c'était l'organisation des syndicats européens. Donc je sais, bon bah tant mieux, ils ont fait leur lobbying, mais t'es là, mais enfin c'est pas voilà, ça monte un peu l'absurdité du truc, quoi. Ouais. Et bon, après il y a la difficulté aussi pour l'UE de toucher les gens. Enfin, Ouais. bah, clairement, ça, c'est le gros sujet. Hein. Ouais, et puis enfin, alors là, on va peut-être rentrer dans plus. Là, on parle plus de la conférence sur le futur de l'Europe, et il y a aussi le problème qu'il y a toujours eu au fond là-dedans, c'est est-ce qu'on n'a pas surpromis, quoi. On l'a dit aux gens, voilà, vous avez tout changé, et en gros, c'est une machine à créer de la frustration, parce qu'à la fin, enfin, on sait très bien que le conseil il y est allé à reculons, il faudra vraiment lui mettre le flingue sur la tempe pour quand même il accepte de signer un truc. Si on leur dit aux gens, alors vous allez pouvoir tout changer en Europe, et à la fin, ils se retrouvent avec quasiment rien. Ouais, il faut pas décevoir les gens avec ça. Voilà, c'est les meilleurs moyens de susciter du rejet, quoi. Donc c'est un peu. Même le truc, franchement, j'aimerais bien qu'un sondage soit fait un peu dans tous les pays de l'Union européenne pour savoir combien de pourcents de gens ont connaissance de l'existence même de cette conférence. Tu vois. Même ça, tu vois, c'est le cœur du problème, quoi. Ouais, je crois qu'il y a eu un sondage en fin d'année dernière sur ça et ça montrait que personne n'est au courant que le truc existait, quoi. Mais honnêtement, sur le site sur la version française, je crois qu'il doit. Non, je mens, c'est pas ça, mais il doit y avoir 10 propositions, quoi. Enfin, quand tu regardes, c'est pas. Et puis en plus, tu fais ça sur Internet, donc en fait, tous les gens qui sont coupés d'Internet, donc peut-être qu'ils sont aussi.
Je sais pas. Bon, ouais. C'est que les Ouais, convaincus en après, fait, t'as c'est aussi, c'est que les bah gens oui, qui sont déjà convaincus d'un les côté et de l'autre qui vont convaincus, parler. les Bah anti, voilà, parce que enfin c'est convaincus d'un c'est côté ou de du jeu, l'autre. tu vois. Voilà, Ouais, c'est c'est. ça. Enfin, Et on va après, en pas. plus, les pauvres, il y a eu le Covid, donc ça aide pas Voilà, non non. plus. On va pas se lancer Non. dans la conférence. Si on va faire 2 heures là-dessus et on va vider notre sac. Hein, on fera ça. On peut faire ça, mais une autre fois. Ce sera intéressant. Remarque, enfin, moi, je pense que je ferai une vidéo enfin, un stream un peu bilan de la conférence. On va dunker. On va un peu dunker probablement. Mais du coup, bah, pour revenir un petit peu sur à nos moutons. euh, donc on a tous un peu nos marottes hein, quand on fait de la vulgarisation, on explique les choses aux gens. C'est quoi un peu les sujets qui vont vous trigger en gros quand vous voyez un peu pas les réactions seulement à vos vidéos, mais du manière générale sur l'Europe, quand vous regardez, vous cherchez un peu des sujets à faire. Quels sont les sujets vous voyez ça et que ça vous trigger instantanément sur mais il faut absolument que je fasse un truc sur ça ou que je réponde. L'état de droit. L'état de... C'est direct. L'état de droit. Je pourrais faire plein de vidéos sur le sujet Hongrie-Pologne. Enfin, je trouve ce sujet passionnant. Et c'est un sujet en plus qui intéresse pas mal les gens et qui est très clivant, très irritant. Tu vois, c'est pour les gens, c'est que tu vas avoir ceux qui... Ça met vraiment en lumière le conflit un petit peu de c'est la faute à l'Europe, ils sont méchants, etc. La Pologne et la Hongrie, ils ont tout à fait raison, c'est des pays souverains, etc. Et ça génère du débat un peu, je trouve, très intéressant et tout. Donc moi, ça, c'est le sujet qui me trigger direct. Ouais. Moi, c'est les sujets le jour où tout a basculé. Où, non, mais tu vois, par exemple, j'ai commencé avec le Conseil européen, puis toute la préparation autour du Conseil européen sur le plan de relance. Ça peut être aussi, là, je suis en train de préparer un épisode qui arrivera après les élections, parce que malheureusement, mais avec la crise en Ukraine, parce que finalement, je trouve que pour le coup, l'Union européenne donne un peu les moyens en ce moment de faire un peu ce côté tout a basculé. Je pense que j'en ferai un aussi sur la question de la santé. En fait, j'aime bien raconter un peu les tractations. Je trouve que c'est cool à raconter. Moi, en tant que juriste, il y a le sujet état de droit qui me trigger aussi, mais sur un côté spécifiquement la place de la Constitution, ça c'est le truc qui me trigger instantanément. Mais sinon, ma grosse marotte, c'est le lobbying. Ça, c'est le lobbying, c'est vraiment le truc qui me trigger instantanément. Ouais. Donc je fais régulièrement. C'est hyper catchy, hein, parce qu'en fait, les gens, ils ont trop envie de savoir. Ouais, mais c'est. Ça les passionne, quoi. Ouais, ça, mais j'ai fait un stream il y a quoi, il y a 15 jours, 3 semaines sur le lobbying. Et c'est vrai que c'est le sujet qui. C'est catchy, mais en même temps, les gens ont un peu de mal aussi, surtout quand on parle à un public français, à dépasser les a priori, quoi. Vraiment, ils sont là, bah non, mais. C'est un sujet un petit peu qui génère du fantasme dans le sens où c'est un peu une vision toujours un peu binaire, genre le mal versus le bien. Même quand tu discutes un peu avec des Français sur le sujet du lobbying, il y a ce côté, même quand tu parles, tu dis qu'une ONG fait du lobbying, non, pour pas mal de Français, non, une ONG ne fait pas le lobbying, tu vois. Genre, non, clairement. Toute la définition même du lobbying est compliquée en France. Les lobbies, ils ont des petites cornes et enfin, tu vois, c'est associé à la corruption en fait. Dans la tête des gens, c'est associé à la corruption. Exactement. Et effectivement, enfin, moi dans le lobbying, le truc qui me trigger à chaque fois, c'est dans le trigger, c'est les ONG qui disent alors je fais pas du lobbying, je fais de l'advocacy. Non, non. Du plaidoyer, s'il vous plaît. Ouais, du plaidoyer. Du plaidoyer. Pardon, je suis trop habitué à faire en anglais. Tu vois, en 2019, quand j'avais fait un sujet que fait un eurodéputé. Qu'en gros, on l'avait suivi à Bruxelles, à Strasbourg. Et en fait, il faisait une réunion avec une ONG, c'était sur la question de la pêche. Et c'est vrai que mon chef à l'époque m'avait dit mais c'est du lobbying, je comprends pas trop et tout, parce que là c'est une asso. Je disais bah oui, bah justement en fait. Voilà, bon, on percute pas forcément sur ce côté-là. On s'attend vraiment à un mec, un chasseur avec plein de... Bon, après, il y a du lobbying un peu aussi un petit peu bordel. Moi, j'ai vu des trucs, des lobbies qui débarquent littéralement dans les bureaux. T'es là, mais what the fuck, quoi. Vraiment, j'ai vraiment vu des trucs. Les mecs débarquent. Alors, je dis lobby, pas encore une fois, lobby de manière générale, hein, corporate tout comme ONG, où littéralement les gens débarquent dans les bureaux des députés sans toquer. Ouais, on va vous parler maintenant. T'es là, mais non. Juste non. Il y a plein de trucs comme ça où t'es là, mais c'est un peu lunaire, quoi. Il y a un autre sujet qui trigger aussi, c'est la commission décide de tout.
Alors ça me trigger Alors, de fou. j'en peux plus. Là, les entiers, c'est vraiment, mais d'où Ursula von der Leyen a le Oui. droit de faire ça, tu vois, t'es là. Alors non, du coup, non, Ouais, ça, c'est Ah oui, les pauvres États membres qui sont martyrisés. Oui, voilà. C'est pas comme s'ils étaient représentés dans 2 institutions. Oui, c'est pas comme si c'était le conseil de l'institution la plus puissante de loin, quoi. Je veux dire, Voilà, c'est oui, pas oui. du tout, pas du tout. Ah non, mais- c'est Ursula qui tape sur les doigts, tu vois. Tout à fait. Ouais. Tout à Ouais, fait. c'est elle qui décide de tout dans son coin sans jamais parler aux États membres, évidemment. Oui, puis, Et enfin, si on surtout va voir Ursula. Elle est non élue. mais- Puis surtout Ursula, quoi. Genre, autant on aurait pu peut-être faire un argument vite fait sur Juncker, qui était quand même un peu plus indépendant parce qu'il était Spitzenkandidat, donc il avait un peu moins la laisse vis-à-vis du Conseil, surtout vu la personnalité de Juncker. Ursula von der Leyen, elle est quand même très sympa avec le Conseil, quoi. Je veux dire, elle sait à qui il doit son poste, quoi. On va dire ça comme ça. Mais bon, revenons à nos moutons. Alors, tiens, on avait un peu touché au sujet avant, c'était la manière dont l'Europe est traitée aujourd'hui dans les médias traditionnels, hein, que ce soit presse ou que ce soit télévision, et notamment la télévision. Alors, Audrey, je vais te poser la question à toi, parce que t'as un background de journaliste télé. Est-ce que toi, tu penses que la manière dont l'Europe est traitée à la télévision, déjà, est-ce que c'est assez, est-ce que c'est bien fait? Non, sinon j'aurais pas fait mon podcast. Après, on est contraint, on a des formats hyper contraints. C'est vrai que dans les esprits, alors il y a eu un avant et un après. Je dirais que là, les dernières années, avec la crise Covid, enfin, tu vois, il y a eu des choses un peu où finalement on s'est un peu intéressé. La présidence française du Conseil de l'Union aussi, ça a vachement joué, même si c'est très franco-français, parce que finalement, voilà, c'est très centré autour de Macron. Mais quand on a diffusé en live sur BFM le discours d'Emmanuel Macron, voilà, sur les trucs sur la France, moi j'étais un peu genre, vous êtes sûrs les gars, enfin. Voilà, mais bon, après, c'était aussi très politico-français, parce que tu avais du Yannick Jadot, tu avais du Manon Aubry. Mais déjà, je trouve qu'il y a eu un gap. Non, on n'en parle pas assez, parce que, en fait, à chaque fois que je propose des sujets, souvent, on me dit que c'est trop chiant, que ça va intéresser personne, que c'est les institutions. Il y a aussi un côté où finalement, c'est vrai qu'on n'a jamais trop d'images pour illustrer. Enfin, tu vois, en télévision, c'est toujours un peu compliqué, en fait, d'illustrer les réunions, parce que tu prends le Conseil européen, voilà, tu as les mecs qui arrivent, bon, ils font une déclaration, cool, c'est un peu tout le temps la même chose. Et il y a aussi des choses à dépasser au niveau des Red Chefs, clairement. Moi, je me souviens que j'avais fait un sujet pour expliquer ce que fait l'Union européenne pour l'aide alimentaire. Et on m'a dit, ah ouais, Union européenne et pauvre en plus. Putain, sérieux, Audrey, quoi. Mais en fait, il y a aussi un changement par rapport... Désolée. Non. Je vous raconte Ça fait une... Ouais, non, mais c'est bien, on a envie d'entendre la tambouille. On est là pour ça. Il y a aussi un changement, je trouve, voilà, comme je vous ai dit, depuis la crise Covid, depuis la présidence française. Et puis, en fait, le fait que je fasse un podcast, mine de rien, mes collègues, mes chefs et tout viennent me parler des sujets européens. Quand il y en a un, c'est pour moi. Et ils me font, ouais, t'as vu, demain, on va parler d'Europe et tout, dans tous les médias pour lesquels je travaille, tu vois. Alors là, on a parlé d'M6, puis que ça, mais je bosse aussi pour d'autres médias. Et en fait, je pense que c'est... Enfin, voilà. Il y a des choses qui sont en train de changer, clairement. Mais ça se sent, par exemple, je trouve que au-delà même de la PFUE ou du Covid et tout, je trouve que la guerre en Ukraine a aussi été un cap un peu dépassé, parce que, par exemple, on a vu Charles Michel interviewé sur BFM TV, j'aurais jamais cru, tu vois. Et l'image on a vu von der Leyen. on a vu des conférences de presse d'Ursula von der Leyen, de Joseph Borrell, etc. C'était... Enfin, moi, j'y aurais pas cru. On m'aurait dit ça encore il y a 6 mois. Je me serais pas dit, bah oui, Charles Michel sur BFM, évidemment, quoi. Ouais, et je trouve que la guerre en Ukraine a quand même... Alors après, le truc, c'est toujours la même chose. C'est que, est-ce que ça va être dans le temps, quoi? Est-ce que ça va durer? Parce que, par exemple, les élections européennes, il y a eu un pic, on a parlé un peu d'Europe, et encore, c'est très prisme national. Là, c'est la PFUE, la guerre en Ukraine. Est-ce que les médias français, enfin, surtout la presse télé, va prendre le pli? J'espère que oui. On dit toujours qu'on parle d'Europe quand c'est les crises, notamment dans la presse télé. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a quand même une bonne évolution, notamment sur France Info, qui avait diffusé aussi le discours sur l'état de l'Union, même si c'était en différé, mais il l'avait quand même fait. Il y a quand même, ça s'améliore un peu, mais c'est intéressant d'avoir ton point de vue, du coup, toi qui es en interne, quoi. Notamment à France Info et même à France Télévisions de manière générale, en fait, il y a eu des gros loupés. Il y a eu
Ils ont beaucoup couvert l'affaire de Rugy au moment où Ursula von der Leyen était élue. Ensuite, ils n'ont pas diffusé le discours sur l'état de l'Union. Et en fait, maintenant, d'ailleurs, j'ai fait un épisode de mon podcast là-dessus avec François Baudonnet. François Baudonnet, il est Red Chef du service Europe. correspondant ici, ouais. Et du coup, tu vois, de mettre un Red Chef, c'est-à-dire que le mec, il est à l'étage des chefs, il est dans les boucles WhatsApp, et en fait, en gros, moi je trouve que, en tout cas à France Télévisions, les choses, elles ont beaucoup changé. Ils font aussi des contenus sur les réseaux sociaux. Là, pour le coup, je trouve ils se sont vraiment rattrapés. Il y a eu des gros loupés, mais pour le coup, il y a eu aussi des grosses améliorations. Ça se sent. Ouais, et puis comme Audrey disait, il y a aussi la question des images. Parce que c'est bien beau de parler d'Europe, il faut mettre les images. Et enfin, on va pas se mentir, Jennifer, quand on met des images de plénière, un débat en plénière, on a envie de se coller une balle, quoi. Alors Ouais, après, mais après, en termes d'images, tu as tout ce qu'il faut. Genre, le site du Parlement européen fournit quand même beaucoup d'images. Et j'avais discuté avec des collègues, etc., qui me disaient que la presse étrangère, du coup, en Allemagne, etc., ils utilisent beaucoup les vidéos mises à disposition sur le site. Ce qui est moins le cas pour les Français. Mais après, effectivement, c'est pas forcément des vidéos hyper intéressantes à exploiter. Surtout, le Parlement, en période Covid, c'était quand même l'enfer. Et comme tu le dis, pour le conseil, c'est sûr que les arrivées et les sorties, c'est peut-être pas le plus intéressant non plus, quoi. Et en fait, c'est surtout qu'on ne fait pas des reportages de la même manière que, par exemple, des Italiens ou des Allemands. Nous, on a besoin d'avoir des exemples concrets, d'avoir Michel, qui est agriculteur, dans son champ, qu'on va suivre, à qui on va poser des questions et tout. Et en fait, des mecs en costume qui arrivent au Conseil européen, qui font une déclaration, et puis ensuite, tu vois plus rien. Au pire, tu as un tour de table. C'est pas comme ça qu'on fait. Et c'est comme ça que font nos confrères allemands, parce qu'en fait, ils s'appuient moins sur les images, c'est plus sur le commentaire. Nous, on est en France, il y a une mode depuis plusieurs années, moi je trouve que c'est pas mal, c'est d'avoir beaucoup d'images, beaucoup de live et très peu de commentaires du mec qui fait la voix off. Et donc, il nous faut du contenu, tu vois, il nous faut des exemples concrets. Et c'est vrai qu'il y a peut-être une paresse c'est compliqué en fait de parler des sujets européens, ou par exemple, le truc il va mettre 2 ans à être voté, et puis toi tu dois trouver un exemple concret. Voilà, je pense que c'est pour ça aussi que c'est compliqué. ouais, puis ça manque de punch. Je veux dire, c'est pas comme une séance des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale où ça se balance des scuds. C'est pas c'est pas les séances de questions à la Chambre des communes, etc. Donc vraiment un débat au Parlement européen, c'est les députés qui se font leur communication en ligne, quoi. Même si ça va changer. Ça va changer du Tout coup, à fait. avec les questions. Avec le question time. Ouais. Ouais. Ça, j'avoue, faut voir comment ça va évoluer, parce ça pourrait introduire effectivement un truc. Alors c'est pas comme les questions au gouvernement, mais en tout cas c'est un truc un peu plus dynamique, où il y a un vrai échange. Il y a un vrai échange, t'as un droit de réponse. C'est ça, donc. La première fois, c'était du coup à la plénière précédente, et c'était quand même très intéressant à regarder, tu vois, beaucoup plus que ce qu'on a eu en plus avec le Covid, c'était vraiment l'enfer, quoi. Ouais, il y a plein de trucs qui ont manqué au Parlement européen qui font vivre un petit peu le débat au Parlement européen. Typiquement la blue card qu'on n'avait plus, là c'est revenu, ça change tout, quoi. La blue card, c'est quand du coup un député peut intervenir pour solliciter, pour interpeller le député qui a la parole. Voilà, je reviens un peu. Non, clairement. Moi je suis curieux aussi sur le format là. Moi ce que j'essaierai de faire, c'est d'essayer de les couvrir. Alors pas en live parce que c'est pas en journée, donc ça va être galère pour moi, mais au moins en différé le soir. Bah tiens, comme ça dure en plus, quoi, ça dure 1 heure et demie le truc, donc. Ouais, c'est ça, c'est un truc comme ça. Donc toi, ça mettre le replay, on commente, on écoute les scuds qui ont pu se balancer, et s'il y a des annonces intéressantes, je ferai ça, je vais tester pour voir si ça intéresse, si c'est plus intéressant, quoi. Mais effectivement, il y a peut-être un truc, quoi. Et je sais qu'il y a pas mal de députés, j'avais déjà eu l'occasion de discuter avec certains lors d'interviews, où parmi les jeunes, ils ont justement, notamment Buzolager, donc chez Volt, etc., des Verts, des Chirigno, ils ont mis aussi pas mal des groupes de travail pour essayer d'un peu dynamiser le truc. Donc bon, ça va être intéressant de voir à quel point leurs propositions vont être prises en compte dans les années qui viennent. C'est déjà bien de voir que le Parlement européen a compris qu'il y avait un souci sur la manière dont les débats avaient lieu au PE, quoi. C'est déjà un bon... Et du coup, là, je remonte un peu sur une question qu'il y a eu dans le chat et que j'avais pas traité, c'est... on connaît, c'est une question un peu rhétorique, hein, mais est-ce que l'Europe s'est communiquée ? Oui et non, en vrai. Ouais. Parce que quand tu regardes la communication des institutions européennes, on peut pas dire qu'elles communiquent pas, quoi. Est-ce qu'elles communiquent bien ou pas, c'est difficile à dire, parce que elle peut pas se permettre une communication comme nous, par exemple, on le fait avec un langage un peu plus
familier, des blagues, etc. Ils sont obligés de rester dans un truc très institutionnel, mine de rien, tu vois. Encore que, je veux dire, quand tu Mais regardes il y a des certaines efforts, DG, ouais. quand tu regardes certaines DG, tu regardes Oui. la DG Trade, la DG Trade, elle est incroyable. ils sont incroyables, Ils sont incroyables. ils se font des mèmes, ils te font des trucs comme ça, donc il y a Ouais. je suis d'accord qu'il Il y a des trucs. y a des trucs, quoi, mais bon, Et en tout Mais cas, c'est à très destination des journalistes, moi je trouve que c'est pas dingue, quoi. Parce que moi je sais que quand j'étais en école de journalisme, ils nous avaient fait venir 2 jours au Parlement européen, un truc vitesse grand V, tu visites 12 000 trucs d'un coup, nous on n'avait rien accroché. Et moi je me souviens, j'avais fait ça, c'était genre en 2013. Et finalement, je me retrouve en 2019 à devoir faire des sujets sur l'Union européenne et j'étais là, ah ouais, putain, c'était là que j'étais venue. Enfin, voilà. C'est pour te dire, enfin voilà, je trouve que ils vont pas assez. Alors peut-être si l'école de Strasbourg, parce que du coup, forcément, t'es juste à côté. Mais sinon, je trouve qu'en tout cas, ils vont pas, ils communiquent pas assez auprès des journalistes et auprès des rédacs, tu vois, pour relayer le truc. Je trouve que là, ça manque. Alors que pourtant, mine de rien, j'ai l'impression, ayant été à l'Assemblée nationale, c'est un peu pareil aussi, mais je sais pas ce que tu en penses, Amy Assistant, ou je ne sais pas si appelle-moi on peut dire Quentin, ton vas-y, prénom. hop. Quentin. mais mine de rien, les journalistes ont un accès assez ouvert aux institutions, tu vois. Ah, mais totalement. C'est open door, Il y a un c'est truc, open door. il y a un truc incroyable qui se passe ici, qui n'est pas fait. En France, c'est une fois par semaine avec le Conseil des ministres, mais à la Commission, il y a les middays, c'est tous les jours où tu as une conférence de presse où les journalistes peuvent poser leurs questions, tu vois, à la Commission, et ça, c'est tous les jours, tu vois. Ouais, et moi je trouve qu'il y a une ouverture un petit peu plus, tu vois, par exemple, qu'avec peut-être les institutions françaises. Après, je suis pas journaliste, donc j'en sais rien. Justement, ça va être un peu intéressant d'entendre ta perspective, parce que moi j'avais eu l'occasion de discuter avec des journalistes, j'avais interviewé une de tes collègues, Laura Kaili, qui est Politico, et elle disait, bah voilà, la grande différence entre l'Assemblée nationale où elle est maintenant et le Parlement européen, c'est que il y a quand même un accès beaucoup plus aisé en fait aux députés. Tu sais pas un truc, tu les appelles et ils te répondent, et ils peuvent rentrer un peu dans le dur, et c'est... Alors que pour l'Assemblée nationale, c'est un peu, tu galères un petit peu plus à leur mettre la main dessus et à les faire parler, quoi. Je sais pas si t'as cette impression aussi. Non. Il y a un truc que j'ai remarqué en tout cas. Enfin, non, je dirais pas ça parce que, tu vois, après, t'as tes députés avec qui t'as l'habitude de parler et tout pour les sujets, ou les sénateurs, moi quand je suis appuyée Sénat. Il y a un truc qui est hyper intéressant par contre avec le Parlement européen, c'est qu'en fait, moi pour mon podcast, qui est genre, qui a pas une audience de dingue et qui est un truc perso, qui est pas un grand média. Mais en fait, tous les eurodéputés, ils ont accepté de me parler. Ouais. Mais grands bras ouverts, oui, bien sûr, on va faire de la place, machin et tout, parce que je sens qu'ils ont besoin. Enfin, clairement, quand t'es eurodéputé, ça fait vraiment genre ton parti, il t'a mis à Bruxelles, et puis on va voir, ou à Strasbourg, et on t'oublie. En fait, ils ont vraiment besoin de communiquer, ou en tout cas envie. Et pour le coup, ils m'ont tous dit oui, quoi. Non, c'est ce que moi j'ai la même, de mon côté, j'ai la même impression sur ça. Moi, quand j'avais lancé la chaîne, j'avais un peu peur. Voilà, est-ce que je vais me faire snobber parce que je suis un mec anonyme. Enfin, à l'époque, j'étais anonyme. J'étais connu pour un mec qui faisait plutôt des blagues et pas forcément du contenu très sérieux. C'est sur Twitch, c'est pas des plateformes qu'ils connaissent. Je me dis merde, si j'ai 3 députés qui me répondent et tous les autres me mettent non, qu'est-ce que je vais faire, quoi. Et au final, j'ai un peu le problème inverse où j'ai trop de députés qui disent qu'ils sont intéressés. Alors, les Français, c'est un peu partagé, mais en tout cas, les députés sont partants sur le principe. Après, faut trouver les dates, et ça, c'est un autre truc où on a envie de se pendre. Mais en tout cas, sur le principe, les gens sont plutôt enthousiastes. Ils disent, ok, ouais, on a envie. Même si, effectivement, comme tu dis, Audrey, il y a le côté, les députés ils sont assoiffés de communication, ils sont tellement privés de toute forme d'intérêt. Les gens ne s'intéressent pas vraiment à ce qu'ils font à Bruxelles. Toute occasion, ils sont prêts à la prendre, quoi. Alors surtout, après, s'ils utilisent des buzzwords, ah ouais, on va sur Twitch, vous allez peut-être parler à des jeunes, etc., etc. Donc ça, bon, je fais aussi mon petit truc pour essayer de les appâter, quoi. Mais il y a quand même un truc de base où ils ont envie de communiquer, quoi. Ils ont envie de communiquer, et je pense aussi le truc qui a joué un peu en ma faveur, c'est comme je suis un ancien de la maison. Ils se disent, voilà, c'est pas quelqu'un qui va faire du trash ou qui sait pas de quoi il parle, etc. Je leur dis, voilà, je suis un ancien assistant, j'ai travaillé pour des députés, je suis pas là pour vous piéger, quoi. Au contraire, je suis un peu là pour vous initier éventuellement à des formats Twitch, quoi. Mais donc, ça peut aider un petit peu aussi, quoi. Bon, bref. Alors du coup, je regarde ma liste de questions si j'oublie un truc. Ah oui, sujet qu'on a un petit peu évoqué, on a tout, et surtout quand je vois qu'on arrive à la fin, donc je vais aller vite.
on a l'impression qu'on a tous des boulots à côté, hein, journaliste, conseiller dans un groupe, moi lobbyiste. Comment est-ce que les gens réagissent dans le milieu professionnel vis-à-vis du fait qu'à côté vous avez un podcast, vous avez une chaîne YouTube où vous faites de la vulgarisation? Est-ce que les gens regardent un peu, qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que au contraire les gens sont intéressés, ils s'intéressent? Enfin, c'est quoi la réaction? Ah, moi, il y a tous mes collègues qui écoutent mon podcast. Ça me fait marrer. C'est trop bien. Ouais, je suis trop contente par rapport à ça parce que franchement, ils jouent tous le jeu et je te disais tout à l'heure, même certains de mes chefs qui me disent ah, t'as vu, on va parler d'Europe et tout. Enfin, je pense pour le coup que ça fait vraiment mascotte et le fait de faire un truc à côté, enfin, tu vois, c'est toujours positif parce qu'en gros, ils disent mais attends, mais enfin, moi, la dernière fois, j'avais un red chef qui venait me voir, il me fait mais du coup, t'es payé pour ça? Genre, Apple, il te paye? Ouais, non. Bien sûr. Non, non. Et en fait, il était là, mais attends, mais tu fais ça gratuitement en plus et tout. Enfin, je pense que, en tout cas, c'est positif et ça permet de parler des sujets européens dans la rédac, donc enfin, c'est tout bénef, quoi. De mon côté, un peu de l'intrigue au tout début. Là, maintenant, ça va mieux parce que nous, on avait commencé, enfin, WIP a commencé en 2018 et c'était un petit peu plus. Enfin, je trouve que les mentalités évoluent pas mal sur ce genre de format et tout. Non, plutôt des bons retours positifs. En mode, c'est cool d'essayer de faire ça, d'essayer d'un peu de casser la bulle européenne, d'aller chercher un peu les gens au-delà. Donc plutôt du soutien, ouais, des retours positifs et parfois un peu de curiosité en mode tu fais tes trucs toute seule, tu montes tes vidéos toute seule, mais ça te prend combien de temps? Des trucs comme ça, quoi. Mais oui, c'est plutôt positif. Les gens ont un regard plutôt agréable sur ce genre de truc. Ils voient bien que c'est de la passion et tout parce que tu fais ça sur ton temps libre. Ouais. Et il y a un côté, ouais, genre pas admiratif, mais au moins genre c'est stylé ce que tu fais, c'est cool et on t'encourage, quoi. Moi, j'ai pas vraiment grand chose à dire là-dessus, parce que déjà, d'une part, pendant le majeure partie du temps, j'étais anonyme, et d'ailleurs, même maintenant, depuis que les gens. Enfin, depuis qu'officiellement, mon nom il peut être public, il suffit de faire une recherche pour me trouver. 99% des gens ne savent toujours pas, pensent toujours que je suis anonyme et que je cache mon identité, donc ça facilite les choses, et après, je le mets pas non plus trop en avant dans le cadre de mon boulot, parce que voilà, comme à côté, je suis lobbyiste, bon, j'ai pas envie de faire un mélange des genres Oui. ou autre, donc je suis quand même assez prudent sur ça, mais pour le moment, j'ai pas eu de. C'est une de mes craintes, mais j'ai pas eu de retour négatif des quelques gens qui pouvaient s'être aperçus et qui m'en ont parlé entre temps, quoi. Bon, je touche du bois, j'espère que ça va continuer comme ça, mais bon. C'est du coup pour ça que tu as fait le choix de l'anonymat, entre guillemets, et de L'anonymat, ça c'est déjà à la base quand j'étais au PE. Avant même que je fasse la chaîne, comme j'étais sur du contenu humoristique, j'étais complètement parano à l'époque. C'est-à-dire, limite, je balançais des fausses rumeurs pour lancer les gens sur des fausses pistes. Parce que, enfin, d'un côté, comme je fais du contenu humoristique, je suis assistant. Si ça se savait, les gens se diraient, mais attends, en fait, il se fout de la gueule de son député, ou les gens, même dans ta délégation, se disent, mais attends, c'est quoi cet assistant qui se fout de la gueule du député? Est-ce qu'il va faire fuiter des trucs en interne? Est-ce que quand il fait une blague, il se fout de notre gueule à nous personnellement? Enfin, ça pouvait créer des situations un peu complexes, donc du coup, je faisais tout pour rester sous les radars, même si, disclaimer complet, je n'ai jamais fait fuiter des trucs, je n'ai jamais attaqué personnellement des députés, ni quoi que ce soit. C'était plus, je m'amusais de la vie dans la bulle européenne. Et après, bah, évidemment, quand je suis parti du PE, voilà, toujours la petite crainte professionnellement. Enfin, comme la bulle européenne, c'est un petit monde. Tu dis, voilà, t'as pas envie de te griller ou autre. Mais bon, voilà, depuis que officiellement les gens pourraient me trouver s'ils avaient envie, et en pratique, les gens s'en foutent royalement. Oui, c'est ça. Ça se passe bien, quoi. Aussi. Ça se passe bien. Et je trouve que les mentalités ont changé aussi, tu vois. Les gens regardent ça moins d'un mauvais œil que ça pouvait être le cas il y a quelques années. Oui, et puis c'est pas comme si on faisait du contenu risqué, quoi. Je veux dire, on fait de la vulgarisation, quoi. On n'est pas. Ouais. Exactement. Mais c'est pour ça, moi aussi, je pense aussi, toi, Audrey, quoique toi, t'as la liberté peut-être de ton plus parce que t'es journaliste aussi, mais tu fais toujours un peu aussi gaffe et tu prends en considération le fait que t'as une vie professionnelle à côté, quoi. Ouais. Non, et puis même, tu vois, je relais les épisodes en mon nom et tout, donc non, j'essaie quand même. De toute façon, en fait, moi, en tout cas, en tant que journaliste, j'agis exactement de la même manière quand je fais un épisode de mon podcast. Non, quand je fais un sujet. C'est dans la continuité, quoi. Ouais, c'est la continuité. Par exemple, tu vois,
j'aurais du mal, si j'interviewe une partie prenante, à pas aller poser la question à l'autre pour mon podcast. Tu vois. Parce que, en fait, voilà, c'est un espèce de réflexe. Un bon réflexe. C'est un bon réflexe. Non, c'est bien. Non, et puis, enfin, voilà, je pense que ce qui joue aussi en se peut jouer en notre faveur, c'est que voilà, tant qu'on est perçu comme étant juste dans notre manière de faire le truc, ça passe, quoi. Je veux dire, voilà, je suis un ancien du PE, j'ai bossé pour les députés, mais voilà, j'interviewe les gens de droite comme de gauche, et je les traite exactement de la même manière, quoi. Je veux dire, il y a pas de pas de traitement préférentiel ou pas, et limite, je trouve souvent plus intéressant de discuter avec des gens avec qui je suis pas nécessairement d'accord sur les deux, même si je le dis pas, parce qu'on s'en fout de mes opinions politiques dans le cadre du stream. Mais je trouve ça plus intéressant parce que du coup, ça me donne aussi l'opportunité de dire, bah tiens, il y a aussi le contrepoint de ce qu'il dit, et je le titillais là-dessus pour voir si ce qu'il peut dire, et ça donne des échanges qui sont, je trouve, d'autant plus intéressants, quoi. Et à partir du moment où tu maltraites pas les gens parce que ils sont pas nécessairement, enfin, tu donnes pas l'idée qu'il y a un traitement préférentiel, bah du coup, voilà, c'est juste, et voilà, tout le monde est la même enseigne, ça passe, quoi. Enfin, on n'est pas des chaînes entre guillemets d'opinion. Voilà, on fait pas d'opinion. Forcément, tu vois, c'est beaucoup plus simple. Et les gens, du coup, ne vont pas te reprocher tes positionnements que tu peux avoir à l'extérieur ou quoi. C'est ça, même si dans le live, voilà, on n'est pas neutre, mais même si dans le cadre de moi, comme je suis dans le live, par moment, évidemment, quand tu dois réagir à des questions à chaud, et moment, tu dois sortir un petit peu et rentrer un petit peu dans l'opinion, même si c'est pas voilà, c'est ça la vérité, vous avez pas le choix, vous devez absolument me suivre, quoi. Mais quand on commence à me dire, ah, voilà, qu'est-ce que tu penses de la question sur l'état de droit en Pologne, bah voilà, tu dois sortir un petit peu du à côté. Je veux pas dire, alors oui, les Polonais ont des arguments, non, il faut dire, bah non, évidemment. Mais c'est pareil, tu vois, j'ai fait des vidéos sur l'état de droit, clairement ça se voit que moi j'ai un parti pris, il est clair et tout, mais derrière, tu vois, je vais pas aller dire aux gens que c'est comme ça qu'il faut qu'ils pensent, quoi. Et c'est là où je pense que c'est un peu la force de nos formats, c'est que on peut aussi donner de temps en temps notre opinion, ou en tout cas faire comprendre qu'on est plus sur tel angle, mais derrière on dit pas aux gens c'est la vérité. Ouais, tant que c'est pas partisan ou voilà, ouvertement partisan, quoi. On n'est pas partisan. Voilà, je veux dire, le seul côté un peu partisan qu'on peut tous avoir, c'est, voilà, j'imagine, on est tous pro-européens. Voilà, c'est le seul, entre guillemets, truc partisan, mais voilà, à côté, ça n'empêche pas d'aller parler des gens qui sont un peu plus eurosceptiques, quoi. Bon, moi, pour le moment, j'ai pas interviewé des gens d'extrême droite, mais des gens d'extrême gauche ou des gens de l'ECR, j'en ai interviewé, quoi. Et ils sont pas une vue très nécessairement positive de l'Union européenne. Et je vois le temps qui passe. Dernière question, après je vous libère, promis. C'est, vous l'aurez peut-être entendu, il y a une élection présidentielle en France, à ce qui paraît. Il y a eu un premier tour dimanche. Est-ce que vous pensez qu'on a assez parlé dans l'Europe, à la fois dans les programmes des candidats et ensuite dans la campagne en tant que telle? Non. Apparemment, Macron vient d'en parler ce soir. Enfin, tu vois, de jouer. Oui, il était à Strasbourg. J'ai pas suivi, mais ouais, gros discours et grosse mise en scène apparemment. Il était à Strasbourg. Non, effectivement, l'Europe n'a pas été le sujet, mais en même temps, c'est rarement le sujet principal pour une élection européenne, une élection présidentielle, pardon. Mais après, c'était une campagne particulière dans un contexte de guerre en Ukraine, où mine de rien, on a quand même pas mal parlé d'Europe. Après, c'est sûr que par exemple, du côté de l'extrême droite, type Marine Le Pen et Éric Zemmour, ils n'en ont pas fait un axe fort de leur campagne, l'anti-Europe. Même tous, j'ai envie de dire, en fait. Moi, je regardais des programmes. À part Jadot, oui, voilà, il y a Macron, même Macron. Enfin, j'avais fait un peu le tour des programmes sur le stream la semaine dernière. Quand tu regardes le programme, après on parlait de Macron, que tu trouves sur son site, l'Europe est partout dans l'introduction. Et après, il n'y a pas de section dédiée à l'Europe, il y a que dalle, quoi. Donc, t'as un peu l'impression, voilà, l'Europe, elle est mentionnée à mort dans son bilan, mais après, dans les perspectives futures, il y a que dalle, quoi. Et il y a, dans ceux qui parlaient d'Europe de manière un peu plus approfondie, t'avais Jadot, t'avais Mélenchon, et c'est tout, quoi. En gros, c'est les seuls qui avaient un truc un peu développé sur l'Europe. Mais après, à côté, il y a, enfin, comme tu le disais, moi j'ai trouvé qu'il y avait les candidats avaient un peu envie de mettre le sujet sous le tapis, quoi. Ou du moins de nuancer énormément, quoi. Je pense que là, on va en parler. Enfin, il va forcément y avoir une dualité. Là, Macron, il l'a déjà mis sur son meilleur. Tu vois, il a déjà mis ses positions. Clairement, au débat, ça va encore émerger, à mon avis. Il va pointer un peu les trucs. Elle voulait sortir de l'Europe, puis finalement non. Enfin, je pense que
À mon Il avis, va y avoir l'angle. là, Oui, là, pendant ça va être, ces 10 prochains jours, on va plus en parler parce que, comme en 2017, tu as quand même deux visions du monde. Enfin, clairement, il va aller là-dessus, c'est obligé. Non, clairement, Ouais, clairement. mais surtout avec la situation en Ukraine, Ouais. le truc de la Russie, la Totalement. position de Le Pen sur la Russie. Ouais, il a un angle d'attaque Clairement, facile, quoi. ça va être un sujet, c'est Vraiment. sûr. Et d'ailleurs, la Little Miss Derrick qui rappelle dans le chat que d'ailleurs, même Artaud, dans son programme, elle avait une mauvaise map de l'Europe. Il avait une carte pré-Brexit de l'Europe. Donc déjà, ça montre un peu l'attention du sujet, donnée au sujet. Mais c'est vrai que Yannick Jadot, dans l'émission Au Tableau, il s'est pas mal fait allumer aussi. Ouais. Ouais, les pays Ça, baltes. ça a bien marqué les gens aussi. C'était Ouais, alors après, moi j'ai pas envie je vais pas trop jeter la Moi pierre non non plus. plus, parce que bon, Moi non au moins sur les capitales. Sur les capitales, moi je me planterais aussi. Hein. Bon, après, pas savoir que Ouais. la Roumanie et la Bulgarie sont dans l'Europe, là j'ai un peu de mal. Je pense qu'il savait, mais je pense pense qu'il qu'il l'a sait- pas reconnu. Il sait, mais sauf qu'il reconnaît pas géographiquement les C'est pays. ça, quoi. mais ouais, sur les capitales, moi j'étais là, mais moi je me planterais sur la moitié des capitales, quoi. Oui, non, mais c'est. Enfin, moi, je lui jetterai pas non plus la pierre. Je suis nulle en géo, donc ça peut arriver, quoi. Mais C'est ça, donc bon, c'est. Effectivement, Mais bon, l'image a fait un peu mal. ça la fout mal. Ça la fout un peu mal, ouais, effectivement. Bah écoutez, je regarde si j'ai loupé des questions dans le chat. Pas vraiment. Bah écoutez, ce que je vais faire, c'est on va commencer notre petite conclusion. Donc déjà pour commencer, merci beaucoup Jennifer, merci beaucoup Audrey d'avoir pris le temps de venir pour nous parler un petit peu de qu'est-ce que c'est que parler d'Europe dans vos formats respectifs. D'ailleurs, bah du coup, j'invite notre audience à les suivre sur leurs formats respectifs. Hein, donc la chaîne WIP pour Jennifer et le podcast Trade Union pour Audrey. Je vais poster dès maintenant les liens dans le chat, comme ça vous avez juste à cliquer et vous n'avez pas d'excuses. Hop, tac, je fais mon petit copier-coller, ni vu ni connu, tac, hop, c'est gratuit, c'est pour toi, c'est la chaîne WIP. Et, merci. et ici, c'est gratuit, c'est pour toi, c'est le podcast Trade Union. Donc n'hésitez pas à les regarder. C'est très intéressant, même si vous connaissez l'Europe, je suis sûr que vous apprendrez plein de trucs, donc n'hésitez pas à y aller. J'espère que vous avez apprécié, hein, Jennifer, Audrey, l'exercice. Ouais. Hein. Moi j'ai bien aimé, c'était très cool. Hein, très cool. on refera ça à l'occasion, une petite séance de thérapie de groupe. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Moins seul d'un coup. Tout à fait, tout à fait. Chat, j'espère que vous avez apprécié l'interview, le format. N'hésitez pas bien sûr à remercier nos invités de ce soir. Et sur ce, bah, écoutez, Jennifer, Audrey, je vais vous laisser repartir. Vous allez pouvoir profiter de votre soirée après une longue journée. Chat, je vais rester avec vous quelques minutes pour faire un petit débrief, mais sinon on va faire ça chill. Donc, Jennifer, Audrey, merci encore. Merci pour tout. Et à très bientôt. À bientôt. Ciao. C'était très chouette. Salut. Yes. Alors, tac, chat, je suis avec vous. Nous y voilà, nous revient là. On va faire un débrief très court. Hein, je veux dire, j'ai même pas pris de note pour vous dire. Ce soir, c'était vraiment en mode super chill. Pas de pression. Alors, attendez, hop, je ferme Zoom. Et bam boum. Donc, ouais, alors déjà, qui ici connaissait déjà Whip et Trade Union? Alors, je sais qu'il y a j'ai reconnu des noms. Je sais qu'il y en a qui viennent de Whip au minimum, mais qui connaissait déjà? En mode thérapie, ouais, c'est ça. On fait un peu notre thérapie de groupe. Mais en même temps, moi, je trouve ça marrant, quoi. Moi, j'aime bien. C'était un moment, voilà, on sait ce que c'est compliqué. Audrey était avec sa bière, j'aurais dû sortir la bière. Tu connaissais Whip, mais pas Trade Union. Bah écoute, je t'invite à aller regarder. Hop, alors je prends mon verre d'eau. Enfin, mon verre d'eau en attendant. J'avais pas de bière, mais... C'est tout comme. Jen, merci encore d'être venue. Hein, ce fut un plaisir. Tu ne les connaissais pas du tout, bah écoute, je t'invite à les suivre, regardez, comme tu as pu voir, ce sont des gens fort sympathiques qui savent de quoi ils parlent, avec des formats différents. C'est pour ça aussi que je les invitais, parce que je trouvais ça intéressant de voir aussi les perspectives selon des... Enfin, surtout, autant en format YouTube, on peut dire, voilà, ça ressemble un petit peu à un format Twitch, c'est vidéo. Autant en podcast, c'est vrai que c'est pas des formats qu'on connaît. Enfin, moi, j'avoue que j'écoute pas trop de podcasts, j'avoue. Mais du coup, c'est intéressant aussi d'avoir les perspectives différentes, surtout sur des formats un petit peu plus courts. Alors, je regarde juste si j'ai vraiment pas oublié des questions, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de commentaires sur la pédagogie. Voilà, la pédagogie auprès des enfants et des jeunes au sujet de l'Europe aujourd'hui bien meilleur qu'avant, effectivement. Mais c'est d'une manière générale, c'est un peu le paradoxe. La pédagogie sur les jeunes, c'est ce qui est en fait le plus simple. En fait, vraiment, parler d'Europe à des jeunes, enfin, du moins à des gamins, c'est ce qu'il y a de plus facile. Et le plus intéressant, moi quand j'étais au PE, évidemment je faisais des groupes de visiteurs régulièrement,
Et les groupes que je préférais, c'était vraiment les groupes de gamins. C'était pas parce que c'était facile, mais parce que ils ont pas de filtre. Tu prends un gamin, alors pas un ado, hein, tu prends un gamin entre 7 et 12 ans, il a zéro filtre. Et donc du coup, il va te poser des questions où t'es là, mais en fait, ouais, comment je vais lui répondre en fait? Parce que même moi, j'avais pas vu les choses sous cet angle-là, et ça donne des échanges qui sont super intéressants et assez vivants, parce que du coup, les gamins, ils sont contents, et ils te balancent 50 questions à la seconde que t'anticipes pas vraiment. Mais au-delà de ça, c'est vrai que la com européenne, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy, quoi. C'est clair et net. Alors, même s'il y a des exceptions, hein, je veux dire, on peut penser à la DG Trade, par exemple, même si ça reste une communication qui est quand même tournée surtout vers la bulle. C'est une communication un peu moderne, mais tournée vers la bulle. C'est vers les gens qui suivent les sujets, etc. Parce que bon, le citoyen lambda ne va probablement pas suivre la DG Trade sur Twitter ou sur les autres réseaux sociaux. Donc, de ce point de vue-là, c'est vrai que ça peut rester limité. Et puis, la Commission européenne, elle est aussi limitée dans sa capacité à communiquer, parce que, bah, typiquement, quand les États membres commencent à taper sur la Commission peut pas sortir un communiqué en disant, bah, en fait, mes États membres, ils disent de la merde, Orban, c'est un gros con, et voilà la vérité. Comme c'est leurs États membres, ils doivent être un petit peu plus prudents sur leur manière de faire les choses. Donc, et puis voilà, c'est un peu le problème des grandes organisations. Tout doit passer par 50 validations et tout, mais dans tous les cas. Aussi un peu la faute des gouvernements nationaux qui ont facilité la tendance à se défausser de la responsabilité. Et oui, bien sûr, ça c'est le sport national, hein, et tout pays confondu. Hein, c'est toujours le truc. J'en discutais avec des anciens collègues. L'Europe a été conçue pour être le bouc émissaire parfait. Parce que c'est loin et ça va pas se défendre. Donc c'est parfait quand t'as une décision qui est un peu compliquée à assumer politiquement, tu dis ah non mais c'est la faute de Bruxelles. Et Bruxelles va rien répondre. Et donc du coup bah c'est magnifique quoi. C'est super facile pour un État membre d'aller taper sur Bruxelles parce que Bruxelles va pas répondre. C'est après TTIP, donc TAFTA, qu'ils ont commencé à recommuniquer à DG Trade. Ah ok d'accord. Je ne savais point. Moi je me souviens vaguement de CETA, donc l'accord avec le Canada. Même si je sais pas s'ils avaient beaucoup communiqué à l'époque du CETA. Parce que CETA, ça fait une grosse campagne, ça c'est clair et net. Tu te bats constamment pour dire non, Bruxelles ne décide rien, c'est dur de changer. Ouais, bah. En plus, toi sur Discord, tu dois vraiment prendre ton bâton de berger pour y aller, quoi. Clairement, c'est. Puis voilà, surtout quand je vois les discussions qu'il y a sur le chat Europe, par exemple, sur le Discord, je suis là, ouais. J'envie pas Kylian et qui doit un peu répondre à tout et faire un peu le pushback contre les conneries qu'on peut lire de temps en temps. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais bon, sinon, que puis-je vous dire de très intéressant Tu dois contenir très souvent. Faut pas se contenir, faut se lâcher. Faut y aller. Faut y aller. À un moment donné, faut dire aux gens quand ils disent des conneries. Faut pas toujours prendre des pincettes. Bah écoutez, moi qu'est-ce que je regarde mes questions s'il y a des trucs que j'ai pas posé, parce qu'il y a des questions que j'ai pas posées parce qu'on n'a pas eu le temps. T'as un rang à tenir, ah bah c'est bien noble de ta part. C'est bien noble de ta part de te contenir. Bah écoutez, non, j'ai fait à peu près le tour de mes questions que j'avais. Hein. On va pas se relancer dans un truc sur les élections présidentielles, sur les sujets européens. On a déjà fait la semaine dernière, et c'est vrai que je suis assez d'accord avec ce que Audrey et Jen ont dit ce soir. C'est-à-dire qu'effectivement, là, pendant l'entre-deux tours, on va probablement en entendre parler beaucoup plus, parce que c'est clairement pas que le seul point de divergence entre Macron et Le Pen, mais c'est le truc sur lequel Macron a intérêt à taper le plus, parce que c'est là où c'est ce qui a perdu Le Pen en 2017, et même si elle a adouci son discours, elle n'est pas vraiment à une contradiction près en 2022 sur le sujet, très loin de là. Juste sur ça, ce qui manque dans les séances du Conseil ou le Conseil européen sont jamais issus, tu veux que les débats eux-mêmes ça a déjà été envisagé, discuté ou même arrivé. Alors moi j'avoue que je connais pas assez bien le Conseil pour te dire. Après, quand on parle des discussions à un niveau UCO, donc vraiment entre chefs d'État et de gouvernement, c'est des discussions qui sont à huis clos, parce que ils vident leur sac. Enfin, c'est vraiment
le truc du conseil, c'est que ça reste quand même un exercice à la fois politique et diplomatique, donc il y a plein de trucs qui peuvent pas se dire, qui diraient jamais devant une caméra, quoi. Donc tu as toujours un petit peu les images avant, après, ils te vont peut-être vaguement te montrer les premières images en début de discussion, mais tu n'auras jamais les discussions au conseil qui sont diffusées, qui plus est en format Yuko, qui vont être diffusées en direct à la télé, parce que c'est la même chose que tu n'auras jamais un trilogue à la télé, quoi. Parce que c'est de la négociation, c'est là où les gens doivent se dire. Il y a effectivement, ouais, comme dit Tom Zeri, il y a quelquefois des débats publics entre les ministres, mais c'est pas le format habituel, parce que enfin voilà, le conseil est une boîte noire absolue et ambulante, parce qu'ils ont cette idée, voilà, on est un service diplomatique, ce qu'on fait, c'est entre quatre murs, sinon ça ne marche plus. Oui, non, là, c'est sûr que la transparence globale côté conseil, c'est pas top, hein, je pense qu'on peut dire même que ça tient de la blague, hein. Faut pas, enfin, je veux dire, il suffit de regarder un peu les débats sur les questions. Enfin, on a parlé il y a quelques semaines sur la question du registre de transparence, où littéralement pendant, j'ai pas envie de dire 10 ans, mais quasiment, le Parlement et le Conseil, le Parlement et la Commission étaient d'accord sur le registre de transparence, et le Conseil était là, non, non, mais moi j'en veux pas de votre truc. Faites-le entre vous, mais moi j'en veux pas de votre machin. Et il bloquait le dossier, et voilà, parce que le Conseil ne veut pas de transparence, parce qu'il se voit comme un conseil, hein, comme un truc diplomatique. Et le compromis qui a été trouvé au final entre le Conseil, la Commission et le Parlement sur le sujet de la transparence, c'est un faux compromis, parce qu'en fait, au final, ils ont décidé, alors oui, en fait, ce qu'on va rendre transparent, c'est les rendez-vous, enfin, c'est les interactions entre le secrétariat du Conseil et les acteurs extérieurs. Sauf qu'en pratique, enfin, le secrétariat du Conseil, c'est pas lui qui fait, enfin, c'est pas lui qui compte, c'est pas, il fait vraiment l'administratif. Le secrétariat du conseil, ceux qui comptent, c'est les États membres, c'est les représentations permanentes, etc. Et là, il y a zéro transparence, sauf là où ils sont obligés de le faire en vertu de droit national, mais sinon, il y a que dalle. Il y a absolument que dalle. Et c'est pas normal. Et encore une fois, c'est là où on retombe un peu sur le paradoxe, parce que, en fait, toutes les critiques, la plupart des critiques qu'on entend sur l'Europe, c'est pour taper notamment sur la Commission européenne, alors que sur la plupart des sujets dont on discute, transparence, les pouvoirs, qui a vraiment le pouvoir, etc., la Commission est de loin, loin d'être la pire. Je veux dire, les problèmes, sur un certain nombre de trucs, elle est même la meilleure des trois institutions. Alors que le vrai problème, c'est le Conseil. Et comme le Conseil est une boîte noire et personne ne sait ce que c'est, et tout, c'est impossible pour le citoyen d'aller se dire, ah, bah en fait c'est la faute des États membres. En fait, non, c'est plus facile de dire, bah non, c'est la faute de la Commission européenne, parce que la Commission européenne, elle est publique, elle est là, elle est le punching ball parfait. Elle est le punching ball parfait pour tout le monde. Et effectivement, enfin oui, comme tu dis, Kylian, c'est ce qui est frustrant. C'est ce qui est le plus frustrant. Ça c'est clair et net, hein. Mais bon, c'est malheureusement la difficulté avec l'Europe, c'est justement de régler les problèmes avec les capitales, parce que c'est en général, c'est un peu comme les problèmes informatiques, hein. 95 des problèmes sont entre la chaise et le clavier, pour les questions européennes. 95 des problèmes sont entre les capitales et le Thalys. En tout cas, ce qui concerne la France, mais c'est dans les capitales les problèmes. Vivement la fin de l'Europe, et vive l'Europe des régions. Ah non, commence pas avec l'Europe des régions, hein. Commence pas là, s'il te plaît. Sinon, tu vas me trigger, tu vas me lancer sur un autre de mes triggers qui est le comité des régions. Et pauvre comité des régions, voilà quoi. Bon, moi, l'Europe des régions, j'y crois pas. Bref. Je ne crois pas à l'Europe des régions et ça me fait peur. Oui, je sais que t'es régionaliste, je taquine, mais le comité des régions, c'est comme un peu une relique, hein, ce truc-là, hein. Je suis pas eurosceptique, mais s'il y a un truc qu'il fallait virer, ça serait franchement... Ah, mais le comité des régions, je te rassure, personne se penche dessus. c'est un peu le truc, hein. Le comité des régions et le conseil économique et social, c'est les trucs, ils font des papiers une fois de temps en temps et personne les lit, quoi. Personne les lit, quoi. J'ai encore jamais rencontré quelqu'un qui me dise, ah mais attends, quand même, le comité des régions, il a dit ça, quoi. Faut faire gaffe, hein. Non, le comité des régions, tout le monde s'en fout. C'est la planque ultime pour pas mal de gens, hein, parce que personne ne le fait, donc je pense pas, c'est pas nécessaire, effectivement. Personne les connaît, personne ne sait quoi ils pensent. Non, c'est sûr, et puis même, enfin, l'institution en elle-même
c'est vraiment, enfin vraiment le comité des régions et le CESE, c'est vraiment des reliques du passé. Il y a pas d'autre mot, quoi. C'est vraiment des reliques. C'est à l'époque où il n'y avait pas de parlement européen réellement fonctionnel, démocratique, etc. Le moyen pour eux d'avoir des remontées un peu de terrain, c'était effectivement le comité des régions et le CESE. Mais aujourd'hui, je veux dire, avec entre 30 et 40 000 lobbyistes à Bruxelles, toutes les régions qui ont leurs ambassades, qui ont littéralement les ambassades à Bruxelles, enfin je veux dire, il faut voir la tronche de la représentation de la Bavière, par exemple. La représentation de la Bavière à Bruxelles, c'est littéralement un château. C'est littéralement un château, le machin. Donc, si en gros t'es au Parlement européen, tu veux savoir ce que les régions pensent, c'est pas le comité des régions que tu vas voir, c'est la représentation des régions, la représentation de ton pays, etc., etc. Le comité des régions, c'est vraiment, t'envoies là-bas quelques conseillers régionaux qui vont faire 2 fois par mois vaguement un aller-retour, y toucher un chèque. C'est la planque ultime pour pas mal de fonctionnaires et autres qui vont se faire très bien payer pour pas grand-chose. C'est un très bel endroit pour une pré-retraite, effectivement, tu as raison, Pyro, c'est très bien pour les pré-retraites. Quelle est la meilleure cantine de Bruxelles? Moi, j'avoue que je connais les cantines du Parlement, mais j'ai pas fait beaucoup les cantines. Commission, conseil, j'ai jamais fait leur cantine. Mais non, cantine du Parlement, non, ça se défend bien. Ça se défend bien, surtout les nouvelles là, qui ont été ouvertes un peu avant 2019, qui sont très bien. Ils font des très bons ramen. Ils font des très bons ramen. Alors toutes ne sont pas fameuses, ça c'est sûr, toutes ne sont pas fameuses, mais il y en a quelques-unes qui sont très correctes. Avec des très belles vues, hein, Jen, la cantine du 12e à Bruxelles, elle est pas mal, quand t'as de la place, t'as une belle vue sur Bruxelles, tu peux pas te plaindre. Bref, on va pas faire un stream cantine, hein, encore que pourquoi pas, on pourrait faire un stream cantine, hein, mais pas ce soir. Pas ce soir, ma foi, c'était fort bien, c'était fort intéressant. Jen, au plaisir de t'avoir de nouveau sur la chaîne. Tiens, on fera. Je te ferai venir pour faire mes revues de presse, comme ça tu parleras à ma place. Ça me fera des vacances. Mais on faudra faire ça à l'occasion, c'était sympa. Des ramen, pas sûr que la commission a qui ramen. Non, la commission, je ne sais pas, mais effectivement, le Parlement a une cantine où ils font des ramen. Et oui, très bien. Tu sais pas par contre. Ah, ben, on va trouver un format, on se fera un truc, bref, je blablate, mais faisons la conclusion. Merci à tout le monde d'être venu. Quelle est la suite du programme? Jeudi, on va se faire plaisir, on va aller regarder les propositions des panels de citoyens de la conférence sur le futur de l'Europe. Il y a 4 panels de citoyens, donc 800 citoyens qui ont planché sur des propositions pendant à peu près un an. Ils ont tous rendu leurs propositions, elles doivent être examinées maintenant par la plénière de la conférence sur le futur de l'Europe, donc ça va être en mai. Mais du coup, on va aller regarder un petit peu ce qu'ils ont proposé dans tout ça, et voir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mignon, qu'est-ce qui est irréalisable, etc. etc. J'essaierai de ne pas trop dunker, hein, parce qu'ils ont quand même bossé, on va pas leur jeter la pierre, hein, ils ont quand même bossé. Mais du coup, on va regarder tout ça, ça sera jeudi à 20h30, ça sera en anglais. Et sinon, écoutez, ça sera dimanche, comme d'habitude, la revue de presse à 18h en français et à 20h en anglais. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et j'espère vous voir jeudi ou dimanche. À très bientôt. Ah oui, comme d'habitude, si vous n'avez pas déjà fait, vous pouvez me suivre sur la chaîne, vous pouvez me suivre sur Discord, vous pouvez me suivre sur Twitter et tout ça. Je vous mets les liens. Si vous êtes généreux, vous pouvez même lâcher une pièce à votre streamer sur... pourquoi je vous mets Discord, pardon, Socials. Lâchez une pièce sur Ko-fi. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous vois plus tard. À ciao tout le monde. Ciao.